Aujourd'hui, on est prêt à tout pour performer. C'est un peu le quoi qu'il en coûte, mais dans le sport. Je me demande toujours pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant de se dire, bah, moi, je m'entraîne à fond pour être la meilleure possible sur mon vélo et il y a encore du dopage. On fait le même métier que les hommes, mais en tout cas, c'est aussi dur, voire même c'est plus dur avec tout le sexisme qu'on subit. Donc ça va être toutes ces remarques où en fait, on minimise notre activité, mais aussi tous les problèmes qui là sont relatifs à toutes les sphères de la société. Ça va être l'instrumentalisation du corps des femmes. Je vais partir dans des choses très contestées. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut un peu choquer que je dise ça, mais c'est la vérité. C'est que moi, on m'a déjà dit plusieurs fois ouais, c'est bien de faire du renforcement, mais vas-y mollo sur la muscu parce que faudrait pas que tu aies un corps de mec ou faut que tu continues d'être désirable pour les hommes. C'était pas dit comme ça, mais j'aimerais aussi rappeler un truc où moi je suis assez sidérée parce que pour moi c'est assez logique, mais je vois pour beaucoup de mes coéquipières ça l'est pas. Votre corps vous appartient et il appartient pas à vos directeurs sportifs, aux masseurs de vos équipes, etc. Et je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est d'accepter que mes crises d'angoisse sont là, malgré le fait que j'ai une vie parfaite sur le papier, ou en tout cas, j'ai pas de vrais problèmes, et de pas culpabiliser vis-à-vis de ça. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Lise, bienvenue sur Crisis. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Merci de nous accueillir chez toi. Enfin, c'est déjà la deuxième fois que je viens parce que on a déjà découvert les lieux avec Océane qui justement nous avait mis en relation. Donc très content de revenir ici. Petite séance de sport de prévu aujourd'hui ou déjà faite? Comment ça se passe? Bah déjà, merci de m'avoir invité sur ton podcast. J'ai pu en écouter quelques épisodes et c'est vraiment très cool, donc voilà, merci. Et ouais, comme je te disais en off, je me suis entraînée sur home trainer ce matin, donc en intérieur. En gros, j'accroche mon vélo sur un rouleau et je roule sur place, entre guillemets, et je faisais du heat training, donc entraînement en forte chaleur, donc habillée comme si je roulais sous 0 degré, mais en intérieur pour commencer à me préparer aux fortes chaleurs qui vont arriver d'ici quelques mois. Et puis ce soir, après l'épisode, ce sera petite séance de muscu. Renforcement. Ça doit bien transpirer avec le hit. Ah ouais, c'est clair que je transpire bien pendant ces séances. Merci beaucoup pour le petit détail de ta journée. Pour ceux qui nous écoutent, en général, j'aime bien commencer avec l'invité, le laisser se présenter. Je l'ai dit en introduction de l'épisode, tu m'as été introduit par Océane, qui est ta copine du coup, et comme je l'ai dit, on a déjà tourné ici pour son épisode. Ce que je sais de toi et de ce qu'on a discuté en off aussi et de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux, tu es coureuse cycliste professionnelle pour la team Cofidis. Première question pour commencer justement, qui est Lise en dehors du cyclisme? Et ben, en dehors du cyclisme, mais un côté encore un peu officiel, c'est que je suis aussi étudiante en parallèle à Sciences Po Paris sur le campus de Nancy. Donc c'est pour ça que je vis à Nancy avec Océane. Et qui je suis en dehors de tout ça, de tous ces trucs officiels, entre guillemets, ou de statut. Bah, je suis quelqu'un de plutôt curieux et qui a envie de découvrir plein de choses. Ok, t'es en quelle année de Sciences Po du coup? Je suis en deuxième année, enfin c'est ma troisième année d'études supérieures, mais j'ai un aménagement de mon emploi du temps, donc je suis le programme de deuxième année, quoi. Ok, donc ouais, donc c'est un aménagement dû à ton parcours sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je fais à peu près 2 tiers d'une année tous les ans, donc je fais mes 2 premières années en 3 ans. Donc là, je suis sur ma dernière année à Nancy avant de partir à l'étranger l'an prochain. Ok, tu pars à l'étranger pour plusieurs années ou c'est juste un an Pour une seule année, normalement. Ok, et t'as déjà des idées en tête de où tu voudrais partir ou pas du tout? Ouais, alors j'ai postulé beaucoup en Italie. Je sais pas encore où je serai prise, mais en Italie parce que bah, ça me permet de rester dans mon cadre d'études qui est basé sur l'Union européenne globalement et aussi de pouvoir rouler un peu au soleil
ce sera mieux qu'à Nancy. Et sinon, mon second plan, entre guillemets, ce serait l'Allemagne. Ok, ouais, donc là, c'est moins de soleil. Moins de soleil, mais ça reste cohérent au vu de mes études. Ok, merci beaucoup. En général, après s'être présenté, les invités, on commence un peu avec leur parcours et pourquoi ils en sont là où ils en sont aujourd'hui. J'ai dit que tu étais coureuse cycliste pour la Team Cofidis, je crois que c'est ta première année. Avant d'en arriver là, justement, j'ai vu un article sur Internet comme quoi c'était aussi une histoire de famille. Je crois que ton frère aussi fait du vélo, il me semble. Euh, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport et est-ce que c'était déjà des souvenirs de vélo ou pas du tout? Alors, mes premiers souvenirs de sport, non, c'est pas du vélo parce que quand j'étais enfant, j'étais très euh, active, voire hyperactive. Je pense que mes parents pourront en témoigner. Mais donc, je bougeais tout le temps. Je pense que je trouvais un moyen de faire du sport partout, tout le temps. Mes parents me disent souvent que j'ai appris à courir avant de savoir marcher. Donc voilà. Après, mon premier sport que j'ai fait en club, etc., c'est du vélo. Parce que justement, c'est une histoire de famille. Mon père faisait du vélo amateur, lui, quand il était jeune, et il avait un bon niveau. Et voilà, c'est très ancré dans ma famille. Donc moi, je m'y suis mise. C'était même pas une question, en fait. C'était logique pour moi. Donc j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et mon premier souvenir, la première fois que j'ai rejoint ce club, donc le club de Plélan-le-Grand, pour aller faire du vélo, et ben en fait on se rejoignait sur un vélodrome non couvert. Et moi, j'étais jamais montée dessus, donc j'avais un VTT, et avec mon petit VTT violet, je suis montée tout en haut de la piste. Donc je sais pas si tu vois comment c'est fait, mais c'est très incliné. Et en fait, je suis montée sans me poser de questions, et une fois là-haut, je me suis arrêtée et je savais plus comment redescendre. Donc voilà, c'est une petite anecdote marrante, je trouve. Qui t'a marqué encore aujourd'hui, vu que tu t'en souviens même de la couleur du vélo? Ouais, ouais, ouais. Et puis après, j'ai fait de la piste, donc je trouve ça assez marrant de me dire que bah, voilà, j'ai commencé sur une piste et au final, bah, mon premier titre de championne de France, c'était sur piste aussi, donc je trouve que Ok. c'était une Euh, boucle assez intéressante. que tu as eu en quelle année, du coup, titre de championne de France? Alors, mon premier titre de championne de France, c'était en 2021, Ok. sur piste au Keirin, qui est une épreuve de sprint. Et j'en ai eu un autre en 2022 sur piste, toujours en scratch, qui est une épreuve plus d'endurance, mais qui se termine souvent en sprint aussi. Ok. Et mon troisième titre et dernier, du coup, c'était championne de France espoir sur route cette année, enfin l'an dernier, du coup, en 2024. Ouais, donc c'est À celui dont Alkirch. on parlait, dont on avait parlé dans l'épisode avec Océane, pardon, qu'elle avait gagné l'année d'avant, c'est ça? C'est ça. Elle avait été championne de France du chrono en 2024 et moi sur route, donc cette même année. Et Ok. elle avait été championne de France en effet sur route l'année d'avant, en 2023. Ok, donc en fait, t'es arrivé dans le cyclisme plutôt naturellement, entre guillemets. Et pourquoi avoir choisi, je sais pas si c'était un choix, mais avoir changé de la piste à, je sais pas, ouais, la route. En fait, j'ai d'abord commencé avec la route Ok, pendant 5 ou 6 ans. Donc, j'ai fait du cyclisme en club, mais pas vraiment en compétition. Je faisais les compétitions organisées par mon club, mais je finissais dernière à toutes mes courses. Je prenais pas ça très au sérieux. Et puis, justement, j'ai commencé la piste, je pense, aux alentours de 10, 11 ans. Et là, ça a été un déclic pour moi et j'ai pris goût à la compétition. Et donc, depuis ça, en fait, j'ai fait les deux en même temps, piste et route, pendant plusieurs années. Et j'ai arrêté la piste en arrivant à Nancy parce qu'il n'y a pas de vélodrome ici. Donc, malheureusement, je ne peux pas m'entraîner. Et puis maintenant, en étant professionnelle chez Cofidis, je préfère me focaliser sur la route. Déjà que j'ai les études à côté, ça fait pas mal de choses à gérer. Donc, ouais. et tu avais une préférence au-delà du fait que bah, y ait pas de vélodrome et que ça soit une des raisons pour lesquelles tu as arrêté la piste, mais tu as une préférence entre les deux ou maintenant, vu que tu es professionnel sur route, c'est la route qui prime J'ai toujours aimé les deux. La route a un côté plus sympa puisque on voit du paysage, on fait des entraînements plus longs. Ça a aussi cet aspect de balade, de se vider la tête, etc. Alors qu'en piste, bah, concrètement, on tourne en rond. Mais c'est un bon défouloir aussi et ça m'a apporté plein de choses techniquement et tactiquement.
et physiquement aussi d'ailleurs. Mais ouais, je dirais que je préfère quand même la route. Ok. Et justement, en parlant de route, la Team Cofidis, donc là, c'était ta première année, enfin l'année précédente, donc Ouais, c'est 2024, ça. c'est ça? Mm. Qu'est-ce que tu retiens sur cette première année professionnelle? Ce que je retiens, c'est que, en effet, c'est un métier à plein temps. J'avais un peu du mal à m'imaginer ça. Je me suis toujours dit, c'est un peu étonnant de faire de son sport un métier. Je m'étais dit, bon, bah, on va s'entraîner 3-4 heures le matin. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je me suis toujours dit que c'était un peu étonnant comme concept et ça m'intriguait un petit peu. Et au final, je me rends compte de tout l'envers du décor, tout ce qui va être optimisation de la récupération, préparation mentale, toutes les recherches qu'on peut faire pour optimiser son entraînement, etc. Tout l'aspect aussi, je dirais, social ou ouais, communication pour les sponsors, communication avec les membres de son équipe, etc. Donc c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et il y a beaucoup de gens qui voient juste l'entraînement et qui se disent c'est simple, moi aussi si j'étais payée pour aller faire 4 heures de vélo tous les jours, je le ferais à 100%. Et au final, il y a toute une pression des autres et de soi-même qu'on voit pas forcément. Et ce que je retiens, c'est que c'est dur, mais que on a quand même de la chance de faire ce métier et que j'ai envie d'aller au plus loin possible avec mes capacités. Ouais. En fait, il y a tout un aspect qu'on voit pas quand on est enfin, de l'extérieur et même des fois quand on est proche qu'on comprend pas. Je crois que ce que disait Océane, des fois, vous avez juste envie d'aller dormir le soir et rien faire d'autre. Mais au-delà de ça, c'est aussi plein de refus et en fait, je vais pas dire que vous n'avez pas de vie sociale, mais du coup, vous avez certaines limitations ou contraintes qui font que, en vrai, un verre au bar à 21h pour rentrer à minuit, enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est un peu complexe, quoi. Ouais, c'est en effet en pleine saison, c'est pas possible et même dans des saisons plus creuses, c'est pas l'idéal avec la charge d'entraînement, etc. Et là, tu vois, on sort des fêtes de Noël, une période pendant laquelle je suis rentrée dans ma famille. Et c'est vrai que bah, à chaque fois que je rentre, tout le monde a envie de me voir. Bon, mes parents, je vis avec eux, mais mes grands-parents, les oncles, les tantes, mes amis aussi que j'ai envie de revoir, etc. Et c'est vrai que bah, des fois, c'est difficile de dire bah non, je suis désolée, ce soir, je vais me coucher tôt, je vais pas pouvoir passer manger même chez mes grands-parents, tu vois. C'est vrai que c'est des concessions à faire et parfois c'est dur de faire comprendre ça aux gens et c'est même dur pour nous de dire bah non, je suis désolée, ce soir, je préfère me coucher tôt, optimiser ma récupération, manger sainement. Il y a tous ces aspects-là. Pareil, aller manger chez ses amis, c'est aussi ne pas contrôler ce qu'on mange. Donc, des fois, c'est pas l'idéal. Si on a un entraînement important le lendemain, on est obligé de manger sainement la veille. Donc, c'est sûr que mener une vie sociale normale, c'est pas possible avec notre Ouais. statut. C'est plus simple d'avoir une vie sociale avec d'autres athlètes, même dans d'autres domaines, mais parce que du coup, vous me comprenez un peu plus peut-être. Ouais, c'est clair. Bah, c'est ce qu'on se disait avec Océane dernièrement, c'est que c'est plus simple d'organiser des choses avec d'autres athlètes puisque on va avoir à peu près les mêmes horaires, les mêmes contraintes d'alimentation, Ouais. etc. Mais en même temps, ça fait du bien aussi de voir des gens qui n'y connaissaient rien et qui vont nous parler de complètement autre chose parce que si on baigne tout le temps dans ce milieu-là, on se prend la tête aussi, quoi. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et tu parlais, alors, avant qu'on enchaîne sur la suite, parce que je sais que tu voulais qu'on parle un peu plus aussi des réglementations UCI et de plein de choses autour du vélo. Mais avec le podcast, on essaye un peu de comprendre les clés de la performance et de la résilience. Euh, Là, il y a deux points que tu as soulevés un peu avant que je trouvais intéressant. Un qu'on avait beaucoup abordé avec Kevin Moncelli. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est un kiné sur les réseaux qui fait beaucoup de trail. Ouais, non, ça Où me on parle pas. avait parlé de la récupération et du sommeil. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram. Il vous a proposé, si ça vous tente, de faire un deuxième épisode uniquement sur le sommeil et la récup. Donc, si vous le voulez, envoyez-nous un message. Mais
Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer un peu cet aspect récupération et comment tu le contrôles? Parce que ouais, au final, quand tu fais autant de sport, des fois, c'est des nuits de 10-12 heures qu'il faut pour récupérer d'une séance, quoi. Ouais, moi j'ai jamais été une très très grosse dormeuse dans le sens où je suis incapable de faire une nuit de 12 heures. Au-delà de 10 heures, je pense que voilà, je me réveille dans tous les cas, même si j'ai eu une grosse semaine d'entraînement. Mais par contre, moi je vais être team sieste. Donc j'aime bien faire ma petite sieste en début d'après-midi. Quand j'ai le temps, ça peut être une grosse sieste d'une bonne heure, mais si j'ai pas le temps, ça va être vraiment une power nap, comme on dit, de 20 minutes. Et ouais, c'est un peu mon truc à moi qui me permet de, voilà, dans une première partie de journée, le matin, imaginons, je vais m'entraîner. Et après une bonne sieste, enfin une petite sieste en début d'après-midi, je repars soit pour un second entraînement, soit pour les cours, par exemple. Donc, ouais. Ouais, j'en avais. Enfin, c'est une question que je pose des fois, justement, team sieste ou pas, parce qu'il y en a qui sont contre et d'autres qui sont pour. On en avait parlé un peu avec Kevin Moncelli, alors lui aussi est totalement pour, et en plus, ça prépare mieux ta nuit, donc elle est plus réparatrice aussi derrière. Je sais que moi, c'est quelque chose que je fais aussi, et ouais. Enfin, j'ai l'impression que quand je fais une sieste, alors j'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine, donc c'est un peu compliqué en général, j'en ai une dans la semaine et les 2 le week-end mais j'ai l'impression que quand tu fais une sieste et même une 20 minutes, comme tu disais, power nap, en général je fais pas au-delà d'une demi-heure, mais quand tu te lèves derrière, t'as l'impression que c'est une deuxième journée qui commence et que t'es déjà bien récup. Limite, Oui. tu peux enchaîner une deuxième séance de sport, quoi. Enfin, ce que tu disais. Bah ouais, moi c'est totalement ça, hein. Quand j'ai 2 entraînements, si je fais pas ma sieste, bah tu repars pour le deuxième entraînement, t'es un peu déjà t'as la fatigue mentale puisque t'as déjà beaucoup donné le matin et tu dis oh, il faut y retourner cet après-midi, alors qu'après une sieste, bah ouais, t'as l'impression de recommencer une journée et je sais pas, je trouve que ça passe mieux. Après, Ok. je pense que c'est propre à chacun. Ouais. En fait, c'est ça, faut toujours essayer parce qu'il y a des trucs qui. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, il y a des outils ou des méthodes, justement, ça va découler aussi avec la deuxième question que j'avais par rapport à ça, mais où en fait, il faut tester sur soi parce que la seule recette, c'est d'essayer parce qu'on est tous différents et on est tous humains. Donc, justement, le deuxième point que je voulais aborder, tu en as parlé un peu. J'ai eu plusieurs invités sur le podcast qui sont préparateurs mentaux. On en avait parlé un peu avec Océane, où pour elle, c'est important, mais elle n'aime pas avoir cette injonction au sein de l'équipe. Est-ce que toi, tu es suivi par rapport à ça ou est-ce que c'est un travail que tu fais pour t'aider à performer ou à mieux comprendre certains aspects de ta vie? Alors, j'ai pas de préparateur ou préparatrice mentale à proprement parler, mais mon entraîneur, mon coach sportif, quoi, enfin, m'aide par rapport à ça. Donc, lui, il peut m'envoyer, par exemple, des vidéos de relaxation, de visualisation de l'effort. Il m'envoie des fois des documents qu'il trouve intéressants, de planification d'objectifs à court, moyen, long terme. Donc, je travaille déjà un peu là-dessus avec lui. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps ou en tout cas, je prends pas le temps de, de, d'avoir un préparateur ou une préparatrice mentale et de m'investir plus là-dedans. Mais je pense qu'à l'avenir, je le ferai et je pense que c'est très important, voire plus important que l'entraînement physique. Enfin, plus important, non, mais au niveau où on en est, ça peut vraiment être un déclencheur de belles performances. Donc, ouais, moi, je pense que c'est très important de s'investir là-dedans. Ouais, je confirme, enfin pour moi, être suivi par une préparatrice mentale, donc qui est Loïs Terret, qui était passée sur le podcast depuis plusieurs mois, en vrai, ça change beaucoup de choses. Et pour rebondir avec l'épisode sur Kevin Petit, qui lui est un pilote professionnel, justement, je lui ai demandé. Enfin, il a eu une descente aux enfers sur 2023 qui s'est finie en 2024 avec un accident en pleine course à 200 km/h. Donc c'est toujours un truc qui est pas très joyeux à vivre. Et au final, ce qui l'a aidé à travers tout ça, c'est d'avoir eu la chance d'être tombé sur un préparateur mental avant 2023 et d'avoir été curieux et de pousser la porte. Et en fait, ça a changé, ça change toute sa vision de la chose pour la performance. Et je trouve ça intéressant de, même si on n'est pas convaincu, d'avoir quand même la curiosité de pousser la porte pour voir ce que ça peut nous apporter. Donc, très cool. Et je voulais relever le point. Tu as dit un truc, je sais pas si c'est conscient ou inconscient la manière dont tu l'as fait. T'as dit j'ai pas le temps et après t'as corrigé en disant je prends pas le temps et je pense que c'est un point qu'il faut beaucoup plus mettre en avant parce que tout le monde dit j'ai pas le temps en général et en fait c'est juste une question de priorité et je suis un peu comme toi où en général je me corrige, c'est consciemment de mon côté mais ouais cette vision sur
le temps et les priorités, est-ce que c'est un truc conscient que tu as fait ou c'est juste que c'est ancré en toi et tu l'as fait comme ça? Non, c'est plutôt conscient, puisque je sais que on a toujours le temps en soi. Voilà, on a toujours le temps. Et comme tu dis, c'est une question de priorité. Et clairement, aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Et comme tu l'as dit vis-à-vis d'Océane tout à l'heure, pour moi, m'investir vraiment là-dedans aujourd'hui, ce serait plus une contrainte qu'autre chose, parce que j'ai déjà un emploi du temps chargé. Et au final, je considère, peut-être à tort, hein, mais pour le moment, je considère que me laisser du repos mental où je ne pense pas à ça, c'est plus bénéfique que de travailler vraiment l'aspect mental pour le moment. Puisque Ouais. j'ai déjà plein de choses à penser avec le vélo et notamment mes études, quoi. Ouais, non, mais ça se comprend tout à fait. Vous avez c'est ce que disait Océane, mais un profil un peu similaire où en fait vous avez des études exigeantes à côté que vous aimez tout autant que le vélo. Et du coup, il y a une question de priorité et de choix en plus de tous les à côté. Donc, très cool. Et pour finir sur cette partie, ça me fait penser avec l'invité précédent, quand je lui ai dit est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent ou quoi. Et le conseil qu'il nous a donné, qu'il a donné à tout le monde, c'est que en fait, il est persuadé, et je pense que tu le sauras aussi, mais il est persuadé qu'on a tous deux points communs entre nous et en même temps des Federer, Kobe Bryant. Bon, Kobe Bryant, c'est peut-être pas le bon exemple actuellement, mais Elon Musk ou d'autres personnes, c'est que, un, on a tous 24 heures dans une journée, et deux, on est tous en bonne santé. Donc en fait, il n'y a pas de raison qu'on arrive plus ou moins qu'un autre en essayant d'y aller. Après, tu vois, je suis un peu mitigée sur cet aspect-là, dans le sens où enfin, je remets vachement en question cette citation de quand on veut, on peut. Ouais. Parce que d'ailleurs, c'est de plus en plus. Enfin, il y a de plus en plus de recherches aujourd'hui par rapport à ça, mais qui montrent que on n'a pas tous les mêmes capacités de base, on part pas tous du même capital social, du même capital culturel, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques à la base. Et c'est vrai qu'on peut toujours on peut utiliser cet état d'esprit pour être la meilleure version de soi-même. On entend beaucoup ça aujourd'hui. Mais moi, ça me parle assez bien, cette idée de voilà, chaque petit geste qu'on va faire tous les jours permet d'être une meilleure version de soi-même. Mais voilà, je veux dire, moi, si je m'entraînais autant que la championne du monde aujourd'hui, je suis pas sûre que j'aurais son niveau. Donc, il faut être assez prudent avec ce genre de Ouais. phrases, je trouve en tout cas. C'est une question que je posais des fois justement, est-ce que, plus en fin d'interview, mais tu as commencé de répondre un peu, mais est-ce que c'est quand on veut ou peut, ou quand on peut, on veut justement? Je crois que c'était une championne de judo française qui avait dit ça un coup sur France TV, et ça m'avait marqué sur le coup. Je pense que quand on veut, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais on peut pas tout faire non plus. Enfin, à un moment donné, il faut aussi être réaliste et être indulgent aussi vis-à-vis de tous ces gens qui sont pas champions du monde, les meilleurs sur la planète. C'est normal aussi. Et enfin voilà, de toute façon, on n'a pas tous envie de faire ce genre de choses, mais quand on veut, on peut faire mieux, mais on peut pas tout faire, malheureusement. Merci beaucoup pour la précision. Mais ouais, en fait, je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais sur la vision de faire un pas en plus chaque jour. Parce que si tu cherches la perfection dès le début, en fait, tu te lanceras jamais. Et en fait, c'est en faisant que ça devient parfait. Et on en parlait un peu en off avec l'épisode de Greg Ibeknoussen, justement, où en fait, c'est ce qu'il dit, c'est tu fais un premier test, tu vois où ça mène, et après, tu t'améliores. Et il avait pris en exemple le podcast, et je suis entièrement d'accord. Sur les premiers épisodes, il y a eu plein de problèmes en off qu'on ne voit pas, que petit à petit, j'ai essayé de régler 1% par 1%. Mais en vrai, j'aime beaucoup cette mentalité, donc très cool que tu la mettes en avant. Pour repartir un peu plus sur l'aspect cyclisme général, entre guillemets, tu m'avais dit qu'il y avait une sorte de fil conducteur que tu aimais bien et qui venait aussi peut-être un peu de tes études, qui était l'éthique du sport d'un point de vue symbolique et philosophique. Et du coup, je voulais faire un peu un état des lieux global du cyclisme professionnel, en tout cas en ce moment en France et en Europe, parce que ça a l'air d'être, de mon point de vue, plus ou moins la même organisation qui gère tout ça. Euh,
Première question par rapport à ça, même si on a beaucoup abordé le sujet avec Océane, et je vous invite à aller écouter son épisode si vous voulez en apprendre plus. Mais très schématiquement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous représenter rapidement les différentes catégories dans le cyclisme féminin pour savoir où est-ce que toi tu te situes par rapport typiquement au Tour de France ou un cycliste amateur? Ouais, donc il y a le cyclisme amateur. Donc dans le cyclisme amateur, il y a plusieurs niveaux, et notamment les deux plus hauts niveaux, ça va être Division nationale 2 et Division nationale 1. Donc moi, il y a 2 ans, j'étais Division nationale 1 et je suis montée ensuite chez les professionnels, comme tu disais l'an dernier. Donc j'étais dans une équipe continentale qui est le plus bas niveau chez les professionnels. Et cette année, ils viennent de créer là pour 2025 le statut Pro Team, donc qui est juste un statut juste au-dessus de Continental, donc dans lequel mon équipe fait partie pour 2025. Et tout au-dessus, il y a le statut World Tour. Donc là, c'est le plus haut niveau, niveau Tour de France. Mais enfin, c'est un peu plus fluide que ça. Mon équipe peut participer au Tour de France, mais sur invitation. En fait, elle n'est pas sélectionnée automatiquement. Ok. Et il y a un sujet, avant de rentrer vraiment plus dans les réglementations UCI et tout ça, qui m'intéresse parce que j'y connais absolument rien. Euh, c'est évident quand on regarde le foot où il y a des attaquants, des défenseurs et des gardiens. Dans le cyclisme, c'est un peu moins évident. Pourtant, je sais qu'il y a différents types ou profils de coureurs ou coureuses. Comment, schématiquement, comment ça se différencie et quelles sont les grandes catégories de coureuses différentes qu'on peut retrouver? Euh, alors, il y a plusieurs choses. On peut retrouver des statuts qui vont être liés à nos capacités physiques. Donc, on va avoir par exemple plutôt les sprinters qui vont avoir plutôt des gros gabarits en général. Et ça va être ceux qui vont faire les sprints en fin de course quand les courses vont avoir été plutôt plates. Sinon, on a les punchers qui sont un peu intermédiaires, qui vont être ceux qui sprintent assez bien, mais qui se débrouillent assez bien en bosse également. Et les grimpeurs qui vont être ceux qui vont s'envoler pendant les ascensions, en haute montagne, quoi. Et il y a aussi un statut qui est lié à la hiérarchie dans l'équipe. Donc ça, c'est indépendant de sprinter, grimpeur, puncher. Il va y avoir le statut de leader. Donc c'est celui ou celle pour qui on va toute l'équipe va travailler pour que cette personne aille gagner la course. Et ensuite, le reste de l'équipe, c'est ce qu'on va appeler les coéquipiers ou coéquipières. Et on va faire différentes choses. Je pense que ce serait un peu long à expliquer, mais pour amener le leader à la victoire. Ok, mais merci beaucoup. Et du coup, toi, là-dedans, dans tout ça, pas au sein de l'équipe, mais en tant que avec tes attributs physiques, pardon, dans laquelle des trois catégories tu te retrouves ou tu te retrouves le plus? Moi, je suis plutôt puncheuse sprinteuse. Ok. Ouais. Et est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent changer en fonction du travail, justement, ou c'est vraiment à la base, vu qu'il y a une grosse partie génétique aussi dans le sport? C'est des choses qui peuvent évoluer. Hum, mais je pense qu'il faut quand même partir sur nos capacités physiques, nos atouts physiques de base, puisque si on veut vraiment être excellent dans un domaine, il faut quand même se servir de ça. Et, et ouais, moi, on parle souvent des fibres courtes ou fibres musculaires longues. Donc les fibres courtes, ça va plutôt être pour les sprinters. Et moi, je pense que je fais partie de ce type de personnes. Et les fibres longues, ça va être plutôt pour les grimpeurs. Après, je t'avoue que j'ai pas l'explication scientifique détaillée de tout ça, mais ouais, c'est quand même plutôt prédéfini. Ok. Ouais, le sujet des fibres ou des fibres musculaires, justement, on rentre jamais trop en détail, mais c'est un sujet qui revient régulièrement avec les invités, surtout avec les invités d'endurance qui vous invitent quand même à faire de la force si jamais vous voulez performer en endurance, parce que ça reste important. Mais merci pour la précision. Pour partir un peu plus justement sur la réglementation UCI et la réglementation du cyclisme, est-ce que, déjà pour commencer, tu pourrais nous définir l'acronyme UCI pour qu'on soit un peu plus au clair, même si on va continuer de dire UCI après, parce que je pense que ça sera plus simple. Ouais, donc l'UCI, c'est l'Union cycliste internationale. C'est l'instance politique en fait qui va
définir les règles du cyclisme en compétition pour toutes les fédérations nationales qui elles-mêmes fixent les règles pour tous les licenciés. Et, et moi, je trouve ça très important qu'il y ait des règles qui soient mises en place et qu'on continue de faire évoluer ces règles parce que, comme tu disais, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est l'éthique du sport. Et je me demande toujours pourquoi je fais les choses. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant de se dire, bah, moi, je m'entraîne à fond pour être la meilleure possible sur mon vélo et il y a encore du dopage. Enfin voilà, c'est pour toutes ces choses-là que c'est important, mais aussi pour la sécurité dans le cyclisme. On pourra peut-être en reparler au fil de tes questions. Mais oui, du coup, pour répondre à ta question, c'est l'Union cycliste internationale qui gère tout ça. Ok. Euh, Tu parlais de dopage. Enfin, de toute façon, je pense que l'UCI, c'est un sujet très vaste et complexe et on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets en détail aujourd'hui. Ça mériterait plusieurs épisodes avec même d'autres invités pour avoir, je pense, une vision plus générale. Mais tu parlais de dopage. Je sais que c'est des choses qui ont beaucoup fait polémique, notamment sur le Tour de France, parce qu'avec les coureurs masculins, c'est des sujets qui sont souvent mis en avant ou qui éclatent souvent, et en général, malheureusement, quand ça se sait, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, malheureusement ou heureusement. Heureusement, ouais. Euh, comment le dopage dans le vélo, je sais même pas comment formuler la question parce que moi d'un point de vue le seul lien que j'ai c'est typiquement avec la course à pied ou le bodybuilding typiquement où il y a vraiment du dopage où c'est des produits et il y a aussi du dopage technologique où c'est vraiment bah, une technologie qui te permet de gagner ou de mieux performer. Comment est-ce que c'est réglementé ça dans le cyclisme entre les deux et quelle est la différence? Parce que je pense que sur un vélo, on peut cacher beaucoup plus de choses que dans des semelles de chaussures. Alors l'aspect du dopage technique, matériel, je pense qu'il est pas trop développé. On a un peu entendu parler des moteurs dans les vélos, mais aujourd'hui, les technologies permettent de les détecter. En fait, les vélos sont passés sous contrôle. Parfois, ils sont démontés avant les départs ou ils sont passés euh, en rayon X ou je sais même pas trop quoi, mais en tout cas, c'est quand même assez facile de le voir aujourd'hui. Et je pense que c'est pas très utilisé. Par contre, le dopage biologique, donc ça peut être, comme tu disais, prendre des médicaments qui améliorent la performance, faire des transfusions de sang, etc. Ça, je pense que... Enfin, il y a toujours eu un lien entre cyclisme et dopage. Après, c'est un peu la réputation aussi, parce que malheureusement, le dopage, il y en a dans tous les sports. Et il y a certains sports dans lesquels on en parle juste moins et pour lesquels il y a beaucoup moins de contrôle. En fait, ce pourquoi on entend beaucoup parler de dopage dans le cyclisme, c'est parce que en fait, c'est un des sports les plus réglementés. Donc, il y a beaucoup de contrôle et donc, il y a plus de personnes qui se font attraper, mais aussi parce qu'il y a plus de contrôle. Donc, je suis pas sûre qu'en proportion, il y ait beaucoup plus de cyclistes dopés que de sportifs dans d'autres sports, mais dans tous les cas, ça légitime pas le dopage. Et, euh, et je sais plus quelle était ta question de base. C'était Ouais, c'était entre le ouais, cyclisme, entre le dopage technologique et biologique, ouais, comme tu disais. ouais. Et bah, malheureusement, le dopage biologique, c'est encore un sujet aujourd'hui. Et en fait, bon, de toute façon, il y a des contrôles qui sont faits et les personnes qui se font attraper pour dopage sont suspendues. Déjà, il pourrait y avoir enfin, il devrait y avoir un débat là-dessus. Souvent, on est suspendu 2 ans ou 4 ans. Et après ça, bah, ces personnes reviennent faire des courses comme si de rien n'était. Et je trouve ça un petit peu étonnant quand même pour des personnes pour lesquelles c'est avéré que ça vient d'eux-mêmes, qui se sont dopés et que ça vient pas de l'équipe ou quoi que ce soit. Je trouve ça quand même assez clément comme, sans vouloir faire de jeu de mots avec ton prénom, Pas de comme, souci. comme sanction. Donc voilà, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais
Mais il y a aussi tous les produits qui ne sont pas encore considérés comme produits dopants par l'UCI. Je pense notamment au cétone. Aujourd'hui, il y a un vrai débat là-dessus. En fait, c'est un produit qui permet de sécréter le PO dans le corps naturellement Ok. à partir de ces produits. Et aujourd'hui, c'est autorisé par l'UCI. Mais on ne connaît pas les risques sur la santé à long terme. En fait, il y a plein de tests qui sont faits aujourd'hui. On sait pas, ils savent pas trop encore s'ils vont l'interdire ou pas. Mais déjà, je me dis, on en arrive à un stade où on prend des produits pour améliorer notre performance. On est sur la limite. Et ouais, Ouais. ces sujets des cétones, par exemple, c'est assez tendancieux, quoi. Ça me fait penser que un invité avec qui j'essaye d'échanger et avec qui je vais probablement essayer de faire un épisode, peut-être que le nom te parle, c'est Erwan Manteour, justement, qui est un ancien coureur professionnel qui avait été arrêté pour dopage, justement, et c'est un très bon ami à Greg et il m'a recommandé d'aller l'interviewer. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir potentiellement son point de vue interne là-dessus, vu que lui a écrit un livre à ce sujet pour montrer un peu comment ça se passait de l'intérieur. Euh, Il y a toute une partie que tu m'avais dit qui t'intéressait, qui était, et tu l'as dit aussi, de la santé, mais aussi sur la symbolique et l'aspect philosophique du dopage. D'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'il y a, entre guillemets, et de ce que tu m'as dit, deux gros sujets, qui est le premier pour la performance, dans le sens, qu'est-ce qui me garantit que je vais gagner si lui il prend des produits et qu'on s'entraîne autant. Et l'autre aussi, tu disais l'aspect santé, où il y a aussi cette envie de vieillir en bonne santé et en devenant, enfin, vieillissant correctement. Euh, je ne sais pas lequel des deux sujets aborder en premier, si tu as une préférence là-dessus, et comment tu voudrais parler de ça. Et ben, je pense pour commencer sur l'aspect santé, euh, j'ai envie de dire, ça c'est propre à chacun. Si par exemple une personne décide de prendre un produit dopant, quitte à avoir un cancer 30 ans plus tard, entre guillemets, c'est son problème. Mais on peut pas se limiter à ça parce qu'il y a aussi du dopage qui est organisé par les équipes. Et en fait, ça me permettra de rebondir sur l'aspect philosophique ou symbolique de la compétition de manière générale. C'est que aujourd'hui, on, on entre dans une. Enfin, je sais, j'ai pas assez de recul pour dire si on entre dans une ère ou si c'était déjà le cas avant, mais j'ai un peu l'impression que c'est de plus en plus le cas, en tout cas, où on est prêt à tout pour performer. C'est un peu le quoi qu'il en coûte, mais dans le sport. Et je pense que ça n'a pas que du bon. Certes, c'est intéressant de repousser toujours les limites humaines et d'aller chercher des nouveaux records, etc. Mais je veux dire, aujourd'hui, comme j'en parlais, on prend des produits pour lesquels on ne sait pas quel impact ça aura sur la santé à long terme, mais aussi vis-à-vis de l'aspect mental. Je te disais tout à l'heure que la préparation mentale, c'était bien, mais il y a aussi quelque chose qui se développe de plus en plus aujourd'hui, c'est l'hypnose. Et il y a beaucoup de cyclistes qui font de l'hypnose pour avoir moins peur dans les descentes, avoir moins peur dans le peloton, mais quitte à mettre en danger les autres, parce qu'au final, avoir peur, c'est un réflexe naturel pour ne pas se mettre en danger et pour ne pas mettre en danger les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, pousser tous ces paramètres-là, donc faire de l'hypnose pour ne plus avoir peur de rien, c'est aussi se mettre en danger et mettre en danger les autres. Prendre des produits pour lesquels on n'est pas trop sûr, c'est se mettre en danger et mettre en danger les autres. Euh, la pression qui est mise aussi, j'ai un exemple, c'est que une connaissance à moi a refusé d'entrer dans une équipe World Tour, donc le plus haut niveau, euh, parce que elle considérait que pour sa vie personnelle, c'était mieux de préserver sa santé physique et mentale dans une plus petite équipe. Et cette équipe lui a clairement dit vous manquez d'ambition. Et je trouve ça assez étonnant, en fait, Enfin, déjà, l'équipe n'a rien à dire sur son choix. Et ouais, c'est toujours dans cette logique de performer quoi qu'il en coûte, alors que à la base, on fait du sport pour être en bonne santé, on fait du sport pour
faire rêver les gens autour de nous et pas pour, pas quoi qu'il en coûte, quoi. Donc, ouais, c'est un peu pour déboucher sur l'aspect symbolique et Ouais. philosophique de tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de... Enfin, c'est un seau dans lequel il y a plein de verres qui se déversent, dans le sens où il y a un peu ce quoi qu'il en coûte, où les sportifs veulent toujours performer plus. En même temps, le public veut toujours voir du plus spectaculaire, plus sensationnel, et du coup, ça fait une certaine pression. Et aussi l'entourage de, là, comme tu le disais, les équipes, l'entourage qui en même temps a envie du meilleur et des performances, et du coup ça fait un genre de mélange où ça crée une pression où au bout d'un moment limite tu te dis que la seule solution à faire pour vraiment satisfaire tout le monde, que ce soit ton ego, les gens et l'entourage, d'aller dans cette voie, quoi. Ouais, mais justement, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte l'idée que le plus spectaculaire, c'est pas forcément les meilleures performances. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, dans le cyclisme masculin, on a Tadej Pogacar qui est l'actuel champion du monde, qui a gagné le Tour de France et d'autres grands tours à maintes reprises et de manière... il était facile par rapport aux autres, quoi. Il avait énormément d'avance. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils s'ennuient en regardant le Tour de France, en regardant les courses où Ouais. il est là, parce qu'il n'y a pas de suspense, et qui trouvent ça pas spectaculaire parce qu'il n'y a pas de bataille, en fait. Et donc ce type-là, il a réussi à pousser la performance euh, à un niveau très élevé, et ça crée moins de spectacles. Et tu vois, moi, je me pose souvent la question de pourquoi on est payé pour faire du vélo. En fait, c'est pour... c'est- Maintenant, c'est un peu perché ce que je vais dire, mais je considère vraiment que ce que je fais, ça s'apparente presque à de l'art plus qu'à du sport. Parce que notre travail, entre guillemets, c'est de faire vivre des émotions aux gens qui nous regardent, et plus que notre simple performance, en fait. Et donc, je pense que oui, il faut accepter que le spectacle qu'on crée, c'est pas que de la performance, et qu'il faut rester dans des choses saines. Ouais. Je trouve ça intéressant comme débat parce que au-delà du cyclisme, c'est un débat qui se pose dans plein de domaines. Enfin, dans le sport, mais dans tous les sports, en fait, cette recherche de toujours plus et de un peu quoi qu'il en coûte, comme tu disais, et de ouais, un peu aspect théâtre où en fait c'est du show-off et au bout d'un moment il faut donner ce que le public veut, quoi. Un peu comme à l'époque des gladiateurs où Oui. bon, malgré tout ce qu'on dit, si tu es pas forcément, et c'est faux, mais où c'était ouais, vraiment du spectacle, quoi. Euh, je sais qu'il y a certains sports, alors je pourrais pas dire combien, mais typiquement dans tout l'aspect bodybuilding, alors certains diront que c'est pas du sport forcément, mais où il y a vraiment cette distinction entre les catégories naturelles et Mm. les catégories avec des produits. Est-ce que typiquement quelque chose comme ça, ou une mise en place de catégories distinctes dans le vélo, justement, ce serait peut-être quelque chose d'un point de vue performance et éthique personnelle, toi en tant que coureuse native, pourrait te satisfaire en te disant là en fait je suis vraiment contre des gens qui ont enfin mon niveau, dans le sens où ils ont juste mis tout ce qu'ils ont sur la table, en termes d'entraînement et pas en termes de santé et de risque, quoi qu'il en coûte, quoi. Non, je pense que ça n'existera jamais et que ce serait pas une bonne chose que ça existe, parce Ok. que on l'a dit, se doper, c'est mauvais pour la santé. Donc, je vois pas trop d'intérêt à créer une catégorie ou de cyclistes dopés. Moi, je pense qu'il faut renforcer les contrôles et les recherches sur le dopage. Parce que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les équipes cyclistes sont en avance dans la recherche sur le dopage que l'UCI. Donc, ils prennent des produits qui sont pas encore considérés comme dopants ou connus par l'UCI. Donc, c'est ça le vrai problème. Et, et aujourd'hui, aucun cycliste n'assume ouvertement s'être dopé. Je veux dire, c'est pas tellement un sujet. Pour le bodybuilding, je pense que c'est différent parce qu'il y a aussi un côté esthétique, plus que, au-delà du côté sportif. Euh, je m'y connais pas assez pour donner mon avis, mais je vais le donner quand même. Je pense que c'est plus au bodybuilding de lutter contre le dopage qu'au cyclisme de créer Ouais. une catégorie où, où, où on prend des produits. Ouais. Et
On parlait de santé mentale tout à l'heure. Ça me vient là justement avec la dernière phrase que tu as dit, mais comment, d'un point de vue d'une coureuse naturelle, entre guillemets, ça impacte ta santé mentale quand tu te dis, alors je connais pas tes classements ou le niveau de ton équipe, mais je sais pas, quand tu arrives au pied du podium ou troisième et que tu te dis, en vrai, on n'est pas sûr que ceux qui sont devant, ils soient vraiment naturels ou qu'ils soient pas dopés. Comment, toi, ça t'impacte personnellement sur, ta performance, mais aussi ta santé mentale, quoi? Hum, Après, je dirais pas que ça m'impacte directement sur ma santé mentale parce que euh, il faut vraiment relativiser et quand même partir du principe. Moi, je pars toujours du principe que les gens ne sont pas dopés. Enfin, même si des fois je peux émettre des doutes et voilà. Mais quand je suis sur une compétition, je me pose pas ce genre de questions. Et, euh, et, et oui, il faut pas. Enfin, il y a aussi la présomption d'innocence, hein. On peut pas accuser quelqu'un sorti de nulle part. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est de laisser l'UCI faire son travail et aussi d'encourager l'UCI à prendre de l'avance sur toutes ces choses-là, sur les équipes. Mais moi, je me permettrai pas d'émettre de vrais doutes sur des gens pour lesquels j'en sais rien. Et, euh, et, et ouais, voilà, je me permettrai pas de faire ça. Et il faut aussi relativiser parce que de toute façon, on n'est pas égaux vis-à-vis de la compétition. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques de base. Et, et je veux dire, si ça se trouve, moi je vais faire quatrième, donc au pied du podium, et les filles qui seront sur le podium se seront moins entraînées que moi, mais elles ont juste des meilleures capacités physiques. Et derrière moi, dans le classement, bah, y a des filles qui se sont plus entraînées que moi, mais avec des moins bonnes capacités physiques. Donc de toute façon, il faut vraiment relativiser par rapport aux résultats et prendre en compte ce que je te disais tout à l'heure, le fait que ce qu'on fait, en fait, c'est plus du spectacle que de la performance en considérant qu'on est tous égaux. Non, de toute façon, il y a des inégalités dans le sport et on combattra jamais ça. Et c'est aussi ce qui est beau, en fait. Ouais. C'est... En fait, ça me fait un peu penser à la polémique qu'il y avait eu pendant les JO avec les boxeuses féminines. Je sais pas si tu avais suivi. Alors, j'ai plus l'origine de la boxeuse justement qui avait gagné, mais qui avait été, enfin, qui avait subi du harcèlement en fait pour des propos transphobiques, alors que c'était pas le cas. Et Ouais, justement, en fait, ça prouve que, ben, en fait, le sport n'a jamais été égalitaire parce que, enfin, Usain Bolt, n'importe quel autre champion peuvent le prouver, quoi. Même s'il y a du travail derrière, il y a quand même des prédispositions à la base qui font que. ouais, tout à fait. Bah, cette fille dont tu parles, je sais plus le nom non plus, mais en fait, enfin, des personnes avaient insinué que c'était un homme ou une femme trans et qu'elle n'avait pas sa place dans la compétition. Parce qu'il y a un cas un peu similaire d'une sprinteuse en course à pied, dont je sais plus le nom non plus, je suis très nulle pour retenir les prénoms et les noms des gens, mais qui avait un taux de testostérone très élevé et on avait retiré ses titres parce que son taux de testostérone était anormal, entre guillemets, alors que c'était naturel. Donc en un sens, on peut se dire, bah oui, c'est anti-jeu pour ses adversaires parce qu'elles peuvent pas réaliser avec un taux de testostérone inférieur. Mais en même temps, pour cette personne en question, on peut pas lui interdire la compétition si c'est naturel. Donc, et c'est tout le débat aussi de l'accès au sport de compétition des personnes trans. C'est vraiment des débats qui sont compliqués. Moi, je serais quand même plutôt tentée de dire que de toute façon, on est inégaux vis-à-vis du sport. Donc, on peut pas retirer ces personnes de la compétition, y compris les personnes trans, tu vois. C'est un débat, voilà, j'ai pas d'avis tranché sur la question parce que c'est très compliqué d'y répondre. Mais on peut considérer qu'une personne, voilà, qui a fait une bonne partie de sa transition physique peut participer aux compétitions parce que de toute façon, on est inégaux. Je t'avoue que je suis pas sûre de ce que je dis, mais voilà, c'est des questions qui sont en suspens et de toute façon, l'UCI, justement, va avoir à y répondre dans les années à venir. Ouais. Non, de toute façon, c'est
enfin, surtout cet aspect-là, mais il y en a plein d'autres, c'est toujours des sujets très compliqués parce que, en fait, enfin, au-delà de l'aspect réglementation, c'est un peu comme ce que fait l'UC, il y a tout un aspect moral et philosophique derrière, de se dire, ok, enfin, ouais, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça impacte plein de gens, autant en bien qu'en mal, entre guillemets, et du coup, tu peux jamais trop choisir, enfin, donc, je vois ce que tu veux dire, et c'est intéressant que, pour revenir sur la question de base, je t'avais demandé sur la santé mentale. Je ne sais pas si c'est ton parcours avec Sciences Po qui fait ça, ou... mais cet aspect de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de te dire, bah, en fait, tant que l'UCI ne fait pas quelque chose, je pars du principe que personne n'a triché, entre guillemets, ou s'est dopé. Ou... Comment est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est forgé par ton parcours justement professionnel en dehors du cyclisme, ou c'est quelque chose qui était déjà là, ou pas... Je pense que c'est une réaction assez naturelle que j'ai parce que si je pars du principe que tous les gens autour de moi sont dopés, je m'en sors plus quoi. Et d'ailleurs, c'est une minorité de gens hein, qui se dopent. Et je pense que dans le cyclisme féminin, c'est encore plus vrai parce qu'il y a moins d'argent en question que chez les hommes. Et concrètement, qu'est-ce qui pousse les équipes à doper ces athlètes bah, c'est l'argent qui est en jeu aussi, hein, mine de rien, voilà. Même si il y a de plus en plus d'argent en jeu dans le cyclisme féminin, donc il y a aussi de plus en plus de dopage. Mais oui, c'est, je pense, un comportement naturel. Si je commence à... Enfin, moi, j'ai aucun élément pour voir qui est dopé ou pas pour le chercher. Donc, c'est pas mon rôle et oui, je vais pas commencer à soupçonner tout le monde. Enfin, on peut pas vivre sainement avec les autres et avec soi-même en pensant comme ça. Ouais. C'est, ça me fait penser à une question, mais là, qui pareil est très philosophique et je pense qu'on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Mais au final, l'une des choses qui pousse aussi beaucoup les gens, alors pas forcément les athlètes, mais l'entourage ou à se doper, c'est l'argent qu'il y a dans le milieu. Et plus ça engrange d'argent, et plus ça peut créer des problèmes ou des envies justement de performer. Est-ce que... Alors je pense que c'est un sujet qui est très touchy et justement déjà il y a le sujet de... Enfin, pourquoi le cyclisme féminin rapporte moins que le cyclisme masculin, enfin ce qui est inégalitaire entre guillemets parce que du coup vous pouvez pas performer à un même niveau. Mais est-ce que le fait que ça rapporte moins d'un point de vue plus extérieur et philosophique entre guillemets, est-ce que justement c'est plus intéressant parce que ça garde vraiment l'essence même du sport et ça le protège entre guillemets de ton point de vue en tout cas? Eh ben, je pense que oui, et que tu touches un point intéressant, et c'est le retour que pas mal de gens font, de dire que bah, aujourd'hui, alors le cyclisme féminin était beaucoup critiqué au début, et aujourd'hui, les gens qui s'y intéressent ont tendance à dire qu'ils trouvent ça plus intéressant que le cyclisme masculin, justement parce qu'il y a plus de spectacles, c'est plus... En fait, c'est moins précis, c'est moins poussé aux extrêmes. Et bah, aujourd'hui, dans le cyclisme masculin, les hommes, ils ont leur directeur sportif dans la voiture qui suit la course derrière, qui lui dit bah là, il faut que tu montes la bosse à telle puissance pour pouvoir finir bien la course, etc. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau de détail dans toutes les équipes, en tout cas dans le cyclisme féminin. Et c'est ce qui fait qu'il y a encore du spectacle, des imprévus, et c'est ça qui est beau. Après, le cyclisme féminin se développe très très vite en ce moment, ce qui est bien pour voilà, atteindre à terme l'égalité avec les hommes. Mais ça peut avoir des aspects plus négatifs. Après, c'est subjectif, mais en tout cas, de mon avis, plus négatifs dans le sens où ouais, il y a moins de spectacles, d'imprévus, d'improvisation. Ouais, Donc, parce que du coup, avec ce que tu disais là, dans le cyclisme masculin, avec la voiture derrière qui donne les informations, on est vraiment purement et 100% dans de la performance quasiment robotique où en fait, c'est même plus un cerveau et un humain qui a sur le vélo, c'est juste un moteur et tu le contrôles derrière comme une voiture radiocommandée, quoi, entre guillemets. ouais, c'est ça. Bah, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques semaines de ça, il y a un membre, un coach de mon équipe, qui m'a dit, alors c'est pas du tout pour le blâmer ou quoi, hein, il a dit ça comme ça, mais il m'a dit, enfin, je lui posais une question vis-à-vis de mon entraînement, et il me dit,
t'inquiète, je gère, te pose pas de questions. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est appuyer sur les pédales. Et je me suis dit, bah non, en fait, non, moi, j'ai pas juste envie d'appuyer sur les pédales, j'ai envie de comprendre pourquoi je fais les choses. Dans l'entraînement, il y a aussi tout un aspect expérimenter des nouvelles façons de s'entraîner, c'est super intéressant, savoir pourquoi on fait les choses. Et en effet, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère vraiment les athlètes comme des machines à appuyer sur les pédales et on oublie toute la personne qui a derrière, quoi. Tu as soulevé un point qui est une question que j'avais prévu de te demander. Pourquoi tu fais les choses, entre guillemets, parce que il y a toujours ceux qui, en fait, suivent et on leur dit et font, et il y a ceux dont je fais aussi partie, mais tu as l'air d'en faire partie aussi, où quand on te dit quelque chose, il faut comprendre le pourquoi, la finalité pour y aller, sinon, en fait, on est aussi têtu qu'une mule et on n'avancera pas. Oui. Et ça fait beaucoup écho avec l'épisode avec Kevin Moncelli et Greg Ibeknussen, où l'un fait du trail, de l'ultra trail plus particulièrement, et l'autre des Ironman. Et en fait, au bout de X heures d'effort ou X kilomètres, physiquement, il n'y a plus rien qui tient. Tout ce qui tient, c'est ce qu'il y a dans la tête et qui te fait continuer d'avancer, quoi. Donc, ouais, quel est toi ton pourquoi déjà, avant de continuer Eh ben, c'est une très bonne question. Et justement, je pense que je suis un petit peu dans une période de transition. Bon, là, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez discret ouais, discret, je dirais. Et le sport, c'est quelque chose qui m'a permis de m'émanciper et d'être reconnue par les autres. Et je pense que pendant très longtemps, j'ai fait du sport en compétition et voilà, j'ai cherché les meilleures performances possibles pour être reconnue par les autres et aussi pour moi-même, pour avoir une bonne estime de moi-même. Et aujourd'hui, dernièrement, je me pose vraiment la question de si c'est sain et de pourquoi je fais de la compétition, pourquoi j'ai besoin d'être meilleur que les autres sur le vélo pour être reconnue. C'est pas normal, entre guillemets. Je pense que si, c'est assez naturel chez l'humain, mais c'est pas sain et c'est pas en accord avec ma conception de la vie en société. Et donc, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'essaye de vraiment transitionner vers. Aujourd'hui, je fais du sport pour transmettre des émotions aux gens, faire plaisir aux gens qui me soutiennent et ouais, faire du spectacle et ouais, quelque chose qui s'apparente à de l'art ou voilà, même si j'échoue, au final, ce qui aura été beau, c'est le chemin parcouru plus que le résultat et la performance à proprement parler. J'aime beaucoup cette vision et je pense qu'il y a beaucoup d'invités qui la partagent sur le podcast. Tu m'avais dit en off la dernière fois que tu avais été ou tu allais être élu, alors j'ai noté pour pas me tromper, mais à la commission des sportifs de haut niveau justement. Oui. Voilà, tu parlais de faire du spectacle, entre guillemets, là c'est plus être sur scène, mais c'est plus être dans l'équipe technique et logistique qui s'occupe que le théâtre se passe bien. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement et est-ce que c'est spécifique parce que tu m'avais dit des sportifs de haut niveau, donc est-ce que c'est spécifique au cyclisme ou est-ce que c'est de manière générale sur tous les sports cette commission ? Cette commission, c'est spécifique au cyclisme parce qu'elle est organisée au sein de la FFC, donc la Fédération française de cyclisme. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, l'UCI, elle chapeaute les fédérations nationales. La FFC, c'est la fédération française. Okay. Donc voilà. Et ça vient d'être créé pour toutes les fédérations nationales, il me semble, l'an dernier. Donc c'est la première commission qui existe. Donc ça a été mis en place là il y a quelques mois et on est encore un peu dans la mise en place. Pour l'instant, on fait pas de choses très concrètes pour être honnête avec toi. Et on va voir dans les années à venir en quoi ça va consister parce que j'ai été élue donc, pour 4 ans. Donc j'espère que d'ici, au bout des 4 ans, on aura fait des choses concrètes. Mais pour le moment, il faut que voilà, on prenne notre temps pour faire notre place au sein des institutions. Mais en tout cas, ouais, on est 4 pour le moment sportifs de haut niveau à avoir été élus. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que nous, on a le regard de l'intérieur pour pouvoir faire remonter les problèmes à des gens qui sont dans des bureaux toute la journée, la plupart du temps. Donc ouais,
on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que pour le moment, c'est assez abstrait. Ok. C'est en Bon, construction, disons. on verra sur les mois et les années qui viennent en espérant que ça évolue dans le bon sens et que tu puisses nous faire des retours là-dessus. Donc, pour continuer, je sais qu'il y a un sujet où tu m'en avais parlé aussi un peu en off, qui était, et on en a abordé un peu pendant l'épisode, qui est le sexisme dans le sport, et plus particulièrement dans le vélo, vu que tu es cycliste. Euh, Tu m'as dit que tu y avais été confronté. Est-ce que c'est OK déjà qu'on en parle un peu? Et je sais pas comment commencer ce sujet, entre guillemets, parce que c'est la continuité de ce qu'on disait avant, mais comment, même si en fait on est tous au courant qu'il y a du sexisme dans le sport et même dans les autres domaines, parce qu'il n'y a rien qui est égalitaire entre les hommes et les femmes, ou très peu, euh, comment est-ce que toi tu l'as vécu quand c'est arrivé? Et enfin déjà, est-ce que c'est encore le cas ou non? J'espère pas. Ah bah, si, c'est encore le cas et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, j'espère pas, mais d'ailleurs, je lutte contre ça. Mais malheureusement, le cyclisme, pas du tout, le sexisme est présent dans toutes les sphères de la société. Et je pense de manière plus importante encore dans le sport, parce que le sport, c'est considéré comme masculin et la compétition, c'est des valeurs qui sont associées aux hommes majoritairement. Donc, bien évidemment que c'est présent. Donc, comme on en discutait tout à l'heure, à travers les salaires. euh, En France, le salaire minimum pour une cycliste professionnelle de mon niveau, c'est le SMIC. Donc, environ 1400 euros par mois. Pour un homme, c'est le double. Je sais plus la valeur exacte, mais c'est le double. Ça, c'est le salaire minimum imposé par la fédération. Donc, ouais, il y a un réel problème de ce point de vue-là. Aussi, les primes de course. Donc, un organisateur de course, il prévoit de donner telle somme au premier, au second, etc. Quand on compare les sommes versées aux hommes et aux femmes, la différence est énorme. Ça peut parfois être 10 fois plus d'argent pour les hommes. Et ça, c'est en grande partie lié à la médiatisation. Le fait qu'il y ait beaucoup moins de médiatisation pour le cyclisme féminin et pour le sport féminin de manière générale, ça fait que ça attire moins de sponsors et donc il y a moins d'argent en jeu. Mais ça, j'ai envie de dire, ça va arriver. On trouve ça toujours trop lent, hein, mais ça va arriver. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus et ce pourquoi j'essaye d'agir au quotidien et ce que je peux faire à mon échelle, c'est toute la valeur symbolique. C'est toutes les remarques sexistes que j'ai entendues maintes et maintes fois. Ça peut être des choses du style ouais, mais vous êtes moins nombreuses dans le cyclisme féminin, donc c'est plus facile pour toi d'aller gagner une course. Ça, je l'ai entendu énormément de fois. Et non, en fait, on fait le même métier que les hommes. On s'entraîne peut-être pas autant en quantité parce que physiquement, on a moins de capacité. Donc, on est moins capable d'ingérer une charge d'entraînement importante. Mais en tout cas, c'est aussi dur, voire même c'est plus dur avec tout le sexisme qu'on subit. Donc, ça va être toutes ces remarques où, en fait, on minimise notre activité, mais aussi tous les problèmes qui, là, sont relatifs à toutes les sphères de la société. Ça va être l'instrumentalisation du corps des femmes. Je vais partir dans des choses très, voilà, très contestées. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut un peu choquer que je dise ça, mais c'est la vérité. C'est que moi, on m'a déjà dit plusieurs fois ouais, c'est bien de faire du renforcement, mais vas-y mollo sur la muscu parce que faudrait pas que t'aies un corps de mec ou faut que tu continues d'être désirable pour les hommes. C'était pas dit comme ça, mais ouais, si t'es trop musclé, tu trouveras jamais un mec. Bon, déjà, c'est très hétéronormé, mais on va rester sur le terme du sexisme. Voilà, je le dis de manière très crue, hein, mais c'est la réalité. Et pour moi, c'est toutes ces petites choses, ces petites phrases qui peuvent être anodines, qui, au final, sont les plus problématiques, même peut-être plus que les inégalités Ouais. salariales. Alors c'est triste à dire, mais des fois il faut être cru pour que ça choque ou en tout cas ça interpelle et que les gens écoutent. Donc merci de le faire. Et en fait,
c'est cool d'en parler parce que ça permet de mettre de la lumière et d'éduquer des gens là-dessus. En vrai, je pense que moi, cette sensibilité que j'ai par rapport à ça, c'est parce que j'ai écouté plein de podcasts d'autres athlètes avant ceux que je fais maintenant qui ont osé mettre la lumière là-dessus, que ce soit des hommes ou des femmes aussi, parce que en fait, il n'y a pas que les femmes qui peuvent lutter pour ça et il n'y a pas que les femmes qui peuvent vivre ça aussi, certains dans certains milieux sportifs masculins, mais même au-delà du sport. Et en fait, ça me fait beaucoup écho avec l'épisode de Greki Beknussen, justement, où il disait que en fait, on peut pas juger les gens et on juge beaucoup trop vite maintenant parce qu'en fait, on sait pas ce que les gens vivent, ce que les gens font, d'où ils viennent. Et en fait, toujours prendre ce recul de se dire, ok, elle a fait dernière à la course ou elle a fait première ou, mais en fait, tu sais pas le parcours de la personne et ça se trouve déjà à finir la course, c'est énorme. Et pour basculer sur notre vision un peu plus similaire, mais d'un point de vue chez les hommes, l'épisode que j'ai fait avec Arthur Planck, donc il est préparateur mental et gymnaste, et je crois qu'il a fait une compétition dans sa région où il est arrivé premier et du coup, forcément, il est monté sur le podium. J'ai pas envie de dire de bêtises sur la catégorie et sur la compétition exactement, mais en gros, il a gagné la médaille. Et il a eu beaucoup de retours en mode ouais, mais c'est facile parce que dans ta catégorie, tu étais le seul. Et en fait, oui, c'est vrai parce qu'il était le seul à concourir le jour-là. Mais en fait, quand tu prends du recul, il dit ouais, mais le fait que je sois le seul, ça prouve que c'est aussi complexe que d'être plusieurs parce que à mon âge, alors j'ai plus son âge exact, mais 22 ou 24 ans, faire de la gym en tant qu'homme et monter sur le tapis, en fait, si je suis tout seul, ça prouve bien que c'est très dur de venir et déjà être à ce niveau, quoi. Donc, toujours essayer d'avoir ce recul et c'est cool de le partager et de le montrer. Et je suis très content que tu le mettes en avant. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, t'aurais, je n'ai pas forcément envie de dire des conseils parce que j'ai pas envie que ça soit moralisateur ou quoi, mais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes parce qu'en fait, ça va dans les deux sens, mais des choses justement que tu peux nous partager pour que nous aussi on prenne un peu plus de recul des fois sur ce genre de choses où en fait on n'y pense pas forcément et ouais, fais pas trop de muscu, tu vas ressembler à un mec. Enfin, je pense que c'est le truc le plus simple et le plus bateau que tout le monde peut avoir en Ouais. tête, mais il y a peut-être plein d'autres petits trucs comme ça qui peuvent être dérangeants pour vous. Euh, Ouais, bah ça va peut-être être un peu bateau ce que je vais dire, mais il faut pas trop prendre à la lettre ce qu'on entend tout le temps et de n'importe qui. Et il faut vraiment croire en ce que nous, on veut faire et ce vers quoi on veut aller. Et, et ouais, il faut arrêter de se dire ah bah si lui il a dit que c'était facile de faire ce que j'ai fait alors que moi j'ai galéré, bah il faut vraiment retenir l'aspect bah moi j'ai galéré et je suis fière d'en être arrivée là et pas ah ouais c'était facile, vous étiez que 30 à la compétition. Enfin voilà. Et pour les femmes, parce qu'on parle de sexisme, j'aimerais aussi rappeler un truc où moi je suis assez sidérée parce que pour moi c'est assez logique, mais je vois pour beaucoup de mes coéquipières, ça ne l'est pas. Votre corps vous appartient et il appartient pas à vos directeurs sportifs, aux masseurs de vos équipes, etc. Parce que ça, j'en ai pas parlé, mais c'est un vrai problème aussi parce que bah, dans le sport, le corps, c'est notre outil de travail et on est souvent au massage. Enfin voilà, il y a des contacts entre nous et d'autres personnes. Et j'allais dire, il peut y avoir des abus. Non, il y a des abus et beaucoup trop fréquents. Et je pense que tout le monde le sait un peu, mais on n'en parle pas tellement. Et moi, ça me sidère. Donc vraiment, notamment aux jeunes filles qui se sentent un peu vulnérables face à des personnes, souvent des hommes, hein, malheureusement, qui ont une autorité sur eux. Votre corps vous appartient et vous avez le droit de dire non et vous avez le droit de les dénoncer et, et vous devriez pas être remise en cause pour ça. ouais. On dit souvent il faut que la honte change de camp. Encore une fois, c'est des phrases qu'on entend un peu à tort et à travers, mais pourtant il faut réfléchir au sens de ces mots et c'est vrai, il faut aujourd'hui que la honte ne soit plus du côté des personnes qui se font abuser sexuellement, puisqu'il s'agit de ça, et qu'elle soit du côté
des agresseurs. Ouais. Il y a... Ça me fait penser... Alors, je regarde pas mal les vidéos de Major Mouvement, je sais pas si ça te parle. Ouais. Et je sais que en fait, c'est des sujets auxquels... Enfin, c'est même pas des sujets parce qu'il y a plein de sujets qui sont polémiques ou clivants dans la société sur lesquels je me suis jamais posé la question parce que pour moi, ça me paraît logique jusqu'à ce qu'on me le dise et que je comprenne que c'est pas logique pour certaines personnes. Et là, je prends l'exemple de Major Mouvement parce que je sais que c'est grâce à lui que j'ai vu ça. Dans ses vidéos, à chaque fois où il fait des manips ou des choses comme ça, il demande toujours aux personnes en mode est-ce que je peux toucher là? Est-ce que c'est OK qu'on fait le truc? Et pour moi, ça me paraissait logique. Et j'ai compris que ça ne l'était pas pour certaines personnes où un coup, dans une vidéo, il a fait un disclaimer en mode je précise à tous les personnels soignants et à tous les gens qui vont se faire soigner, c'est normal de demander parce que on est là pour vous aider et pas pour vous contraindre à quelque chose, quoi. Oui. Et je pense qu'il y a plein de petits déclics comme ça à avoir qu'on prend conscience quand on avance ou quand on découvre des trucs. Là, c'était avec une vidéo divertissement, mais avec ce podcast, ça peut aussi être le cas et plein d'autres. Je vous encourage à aller en écouter d'autres et pas que ceux de Crisis, il y en a plein d'autres des très bien. Qui est régulièrement confronté entre guillemets ou c'est triste à dire mais du coup c'est le monde qui est fait comme ça et ce serait bien que ça change un peu. T'essayes de mettre des choses en place et tu le fais très bien je pense, mais comment en interne au-delà de l'aspect homme-femme mais en tant qu'être humain entre guillemets, comment est-ce que toi tu le ressens et comment est-ce que tu le vis, toute cette différenciation qui peut y avoir et qui en fait est triste à voir? Je pense que ce que je peux faire, en tout cas moi, à mon échelle, et ce que la plupart des gens peuvent faire à leur échelle, c'est déjà comme tu dis, de prendre conscience de ce qui devrait être la normalité ou pas. Par exemple, oui, demander le consentement avant de toucher la partie du corps d'une personne, ça devrait être normal. Et ça, il faut déjà le prendre conscience et puis en parler autour de soi comme on le fait là finalement. Et la seconde chose très importante, c'est être à l'écoute des personnes qui témoignent de choses comme ça. Nous, on parle beaucoup entre nous de ces choses-là, mais on les révèle jamais au grand public, entre guillemets, parce qu'on a peur des répercussions que ça peut avoir. Mais d'ailleurs, on peut pas forcer quelqu'un à parler non plus. Voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà écouter la personne et la rassurer, lui dire que c'est pas normal, que c'est pas de sa faute, etc. Et c'est vraiment des petits gestes au quotidien pour faire en sorte que la honte change de camp, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Merci beaucoup pour l'éclaircissement et ouais, continuer de consommer du contenu de tout le monde pour essayer de... comme à chaque fois, en fait, il n'y a aucune idée qui est mauvaise et c'est juste des questions de point de vue et être un peu curieux là-dessus, ça permet de s'ouvrir un peu plus l'esprit. Pour changer entre guillemets un peu de sujet, il y a une autre partie sur laquelle je voulais parler, même si on l'a abordé un peu en introduction, qui était la santé mentale. Mais là, d'un point de vue un peu plus personnel et concret, parce que la santé mentale, c'est très large. On en a parlé avec Alexandra Espel, on en a parlé avec Nico Sefarat. Je vous mettrai les liens dans la description, mais je vous donne des noms de personnes qui en parlent aussi pour vous aider si jamais ça peut vous ouvrir un peu des portes là-dessus. On en a aussi parlé avec Océane sur les TCA, justement, où elle, c'était son point de vue interne. Et c'est très cool qu'elle ait osé prendre la parole là-dessus et qu'elle le partage pour donner des clés et des pistes de réflexion à certaines personnes. Il y a une question que je me pose beaucoup parce que du coup, vu que vous êtes en couple, tu l'as vu de près, c'est ce qu'elle disait. Mais c'est comment, d'un point de vue toi extérieur, tu as pu comprendre déjà ce qu'il y avait et essayer... Alors, je vais pas dire mettre des choses en place parce que tu forces jamais quelqu'un à changer, c'est ce que tu disais, mais accompagner quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Et c'est vrai que c'est assez difficile de savoir comment se positionner vis-à-vis de ça, parce que voilà, on débarque pas dans la vie d'une personne en disant oh là là, t'as des TCA, des troubles du comportement alimentaire, hein, je le rappelle.
il faut que tu arranges ça. Enfin, c'est pas possible. Et déjà, c'est dur pour une personne de s'en rendre compte vis-à-vis de soi-même, de l'admettre, etc. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Euh, Moi, ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai un peu observé dans un premier temps et j'en ai parlé autour de moi aussi, demandé à d'autres personnes si ces personnes trouvaient ça normal ou pas, des comportements qu'on pouvait avoir. Et puis une fois qu'on sait qu'en effet, il y a un problème, il faut essayer que la personne en face s'en rende compte, mais sans la faire culpabiliser. Et en fait, c'est là tout l'enjeu. Et c'est pas toujours évident. Et moi, je l'ai pas toujours bien fait, hein. D'ailleurs, des fois, je lui ai peut-être dit des choses de manière un petit peu trop crue ou trop brutale, ou des choses qu'elle n'était pas prête à entendre. Mais en tout cas, ouais, je lui ai dit, tu trouves pas quand même que c'est anormal? Et donc, dans un premier temps, ouais, c'est de un peu éveiller sa conscience et ensuite d'être à l'écoute. Parce que voilà, une fois elle s'en rend compte, il y a plein de choses qu'il faut qu'elle mette en place vis-à-vis d'elle-même déjà. Et puis moi, j'étais juste là pour l'écouter et essayer d'écouter les choses qu'elle avait à me dire sans juger. Et parfois, c'est dur, hein, mine de rien, même si c'est une personne qu'on aime, c'est dur de pas émettre de jugement parce que bah, moi, tous ces comportements vis-à-vis de la nourriture, ça peut être des choses qui me paraissent anormales. Enfin, moi, j'aurais jamais fait ça, mais il faut vraiment essayer ouais, d'écouter la personne et d'être patiente. La clé, c'est aussi la patience et il faut aussi de temps en temps savoir dire les choses même si elles sont pas faciles à entendre, Ouais. toujours sans jugement, quoi. En fait, on en revient un peu à tout ce qu'on a dit au long de l'épisode, mais c'est toujours un peu la même chose, c'est essayer de regarder ou comprendre sans juger, et après essayer de communiquer le mieux possible, ou en tout cas le plus neutrement Ouais. possible, quoi. Et aussi, je pense que c'est important de ne pas essayer de sauver la personne. Parce que moi, je suis pas psychologue, j'y connais, enfin maintenant un peu plus, mais de base, j'y connaissais rien au TCA. Et en fait, ce que j'ai fait au tout début, c'est que je lui ai dit, va voir quelqu'un, va voir une psychologue, un psychologue, et ne pas essayer de soi-même sauver la personne, puisque déjà, il y a un lien personnel, donc c'est pas forcément bon dans ce genre de troubles mentaux, et parce qu'on n'est pas habilité pour ça. Donc, c'est vraiment essayer de donner des pistes à la personne, mais la laisser autonome dans son parcours aussi. Ouais. C'est très intéressant de voir ça comme ça et d'avoir ton recul, et je trouve ça très sage. Alors, je sais pas si ça vient de Sciences Po ou du parcours sportif qui t'a appris à voir ça comme ça. Après, pour être très honnête, là, je te dis ça, mais encore aujourd'hui, c'est compliqué et je fais pas du tout les choses bien tout le Ouais. temps. Et voilà, on apprend avec le temps. Et la plus courageuse dans l'histoire, c'est Océane, hein. C'est elle qui vit ça et qui doit s'en sortir. Mais ouais, je dirais qu'on apprend ça avec le Ouais. temps. C'est très cool de déculpabiliser aussi peut-être les personnes qui essayent d'aider et qui ont l'impression de tout faire mal et de pas être parfait, parce qu'en fait on pourra jamais l'être, mais de montrer que toi aussi ça a été compliqué dans l'accompagnement. Alors comme tu Oui, disais, moins que Océane peut-être parce que c'est elle qui vit vraiment ça, mais de se remettre en question et d'essayer de faire mieux la fois d'après, que au final je crois que je la cite à chaque épisode maintenant, Océane, mais c'est ce qu'elle a dit à la fin. Il n'y a aucune injonction à mettre. Elle est la seule à se mettre à soi-même. C'est essaye et au pire, tu feras mieux la fois d'après, quoi. Et ouais, je c'est pense ça. c'est pareil dans tout. Ouais, tout à fait. Sur l'aspect de la santé mentale, merci beaucoup d'avoir pris la parole là-dessus. Je voulais finir un peu cette partie d'échange sur un autre sujet en lien avec la santé mentale dont on avait parlé un peu en off. euh, Où tu m'avais dit que tu savais pas trop au moment des préparations si tu serais prête ou non à en parler, euh, qui est le fait que tu fasses des crises d'angoisse, pardon, depuis, pas ré- depuis récemment. Pardon, j'en perds mon français. Euh, Est-ce qu'on peut aborder un peu le sujet? T'es OK d'en parler ou... Ouais, bah du coup, c'est ce que je te disais en off. Je suis encore dedans, donc c'est compliqué. J'ai pas toutes les réponses et c'est encore un sujet
un peu compliqué pour moi, mais je trouve ça important de parler de santé mentale, même quand on n'en est pas sorti. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'entend que des discours de personnes qui disent ouais, donc moi j'ai vécu ça et puis j'en suis sortie et qui donnent un message d'espoir. Mais je trouve ça aussi important d'en parler quand on est encore dedans pour déculpabiliser et pour dire bah, c'est ok de pas aller bien sur un aspect à un instant T et d'en parler même pendant cette période, quoi. Et bah, merci beaucoup alors de nous ouvrir la porte sur ce sujet. Pour enfin, recontextualiser un peu pour ceux qui nous écoutent, justement, même si tu es en plein dedans et que tu n'as peut-être pas tous les mots et que tu sais pas exactement ce qui se passe, est-ce que tu peux nous dire depuis quand à peu près c'est arrivé temporellement, entre guillemets? Et ben là, ça va faire 1 an à peu près que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Alors le mot crise d'angoisse, c'est très flou parce que ça se matérialise pas du tout de la même manière chez toutes les personnes. Mais ouais, concrètement, ça va être une sensation de souffle, de respiration bloquée, de fourmillement un peu partout dans le corps, notamment dans les extrémités, mains, tête, pieds. Pour moi, c'était ça. Et, et de blocage, en fait, où on peut plus rien faire, on peut plus sortir de chez soi. Ça va être très dur d'interagir avec d'autres personnes. Et voilà, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est quelque chose qui s'est installé de manière très progressive chez moi, c'est-à-dire que au tout début, j'en ai fait peut-être 1 ou 2 ou en 3 mois. Et puis, j'ai pas trop réagi parce que j'avais jamais entendu parler de ça et je m'étais dit que ça arrivait juste comme ça et que c'était pas très grave. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça arrive 2 fois par semaine et puis tous les jours et on sait plus comment s'en sortir. Et au final, j'ai un peu été forcée d'en parler avec des gens autour de moi parce que les situations ont commencé à faire que bah, je faisais des crises avec des gens autour parce que je contrôlais plus rien. Et donc les gens le voyaient et j'ai été contrainte de devoir en parler et expliquer. Et au final, j'ai rencontré beaucoup de gens qui en faisaient eux aussi. Et au final, on est plein à avoir connu ça de manière plus ou moins intense. Et donc je trouve ça important d'en parler pour des personnes à qui ça pourrait arriver potentiellement. Pour d'un côté dire bah tu n'es pas seul et aussi c'est important de mettre des choses en place assez rapidement parce que ça peut dégénérer et, euh, et si ça dégénère trop loin ça peut être assez grave quoi. Ouais. Euh, Moi, c'est un truc que je trouve toujours, alors je vais pas dire le mot intéressant, mais bien de mettre en avant, surtout avec des sportifs professionnels, parce qu'en général, d'un point de vue extérieur, on a souvent tendance à les mettre sur un piédestal, pardon, en les pensant différents et dans un monde à part. Et en fait, ça vous humanise et montre aussi que votre vie, c'est pas que pédaler. Oui. Euh, Est-ce que maintenant que tu es un peu dedans et que tu as peut-être des débuts de réponse, est-ce que ces crises d'angoisse, t'arrives à définir un peu la source, à savoir est-ce que c'est vraiment lié à ta carrière professionnelle de cycliste ou est-ce que c'est de manière globale pour essayer de, entre guillemets, définir ou trouver des éléments déclencheurs pour ceux qui, par exemple, peuvent vivre ce genre de situation pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe? Pour être très honnête, j'ai pas beaucoup de réponses. J'ai toujours été assez stressée, anxieuse tout au long de ma vie, mais ça s'était jamais matérialisé comme ça et ça avait jamais été jusqu'à ce point. Mais je pense que c'est pas la cause n'est pas mon sport, mais en tout cas le fait d'être très prise par le sport de haut niveau, qu'il y ait une pression qui s'installe aussi dans mes études parce que c'est des études exigeantes avec une certaine pression. Je pense que de mener cette double vie, ça n'a rien arrangé, en tout cas. Et, euh, et, et ouais, c'est un peu compliqué de trouver une cause. D'ailleurs, si ça se trouve, j'en trouverai pas forcément. Et, et je dirais qu'il faudrait être indulgent avec soi-même. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que je comprends pas parce que sur le papier,
j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé et dont beaucoup de monde rêve. Enfin voilà, j'ai fait du vélo toute ma vie. Aujourd'hui, je suis cycliste professionnel. Enfin, je connais énormément de gens qui rêveraient d'avoir ce métier-là. Je suis en études à Sciences Po. Je viens d'un milieu pas super favorisé. Donc j'ai quand même eu un début d'ascension sociale important. Il y a plein de gens qui me disent mais c'est incroyable, c'est génial, j'aimerais tellement pouvoir faire comme toi. Voilà, avec mon métier, je pars faire du vélo en Espagne plusieurs fois dans l'année. Je vis avec ma copine, ça se passe très bien. En fait, sur le papier, j'ai aucun problème. Et pourtant, ces crises d'angoisse, elles sont là. Et je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'est de d'accepter que mes crises d'angoisse sont là, malgré le fait que j'ai une vie parfaite sur le papier, ou en tout cas, j'ai pas de vrais problèmes, et de pas culpabiliser vis-à-vis de ça. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Parfaite d'un point de vue extérieur pour les gens, entre guillemets, quoi. Ça, Ouais, et même pour moi, en fait, ouais. aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé, entre guillemets, je me plais à ce que je fais, et pourtant, il y a un truc qui coince, donc il faut chercher ce que c'est, et en attendant, être indulgent, quoi. Ouais. Ça me fait beaucoup écho et on en avait parlé en off. En plus, je t'avais recommandé de l'écouter, mais l'épisode avec Alexandra Espel, et du coup, c'est un peu ce qui, elle, l'avait bloqué et l'a amené là-dedans, le fait d'avoir une vie parfaite en extérieur et que tout le monde lui dise que tu as une vie parfaite. Au final, ça te bloque dans un engrenage. Euh, Tu disais que tu n'as pas toutes les réponses là-dessus. Quand tu fais ces crises, entre guillemets, est-ce que là, avec le recul que tu en as, même s'il est léger, tu as commencé à trouver des outils ou des mécanismes ou des gens qui te permettent de mieux accepter et contrôler ou attendre que le temps passe sur ces crises d'angoisse, justement? Je pense que ça, c'est quelque chose de très personnel. Et pour les personnes concernées, il faut vraiment trouver son truc à soi. Et bah moi, honnêtement, j'ai essayé plein de choses et j'ai pas trouvé de solution miracle. Aujourd'hui, la solution, c'est les anxiolytiques et les antidépresseurs. C'est pareil, c'est très cru, mais moi, voilà, je dis les choses et je me dis que ça peut peut-être aider des gens aussi à se dire, bah, c'est pas grave. Pendant un temps donné, on a besoin d'un traitement pour nous aider à aller mieux. Et, et c'est pas grave. Et ça arrive à beaucoup de gens sur une période de leur vie. Je pense que j'ai pas encore assez de recul pour donner des conseils vis-à-vis de ça pour le moment. Mais en tout cas, si moi je suis bien entourée, donc ça m'aide aussi. Je pense que voilà, il faut essayer de trouver des personnes avec qui en discuter, et sur le moment, trouver son truc à soi. Et ça, c'est Ouais. propre à chacun. Merci beaucoup. Et justement, le but, c'était pas non plus que tu donnes des conseils, je précise pour ceux qui nous écoutent, mais pas que tu nous donnes ou leur donnes des conseils, mais que justement tu puisses nous partager un peu ce qui, toi, te permet de passer ces moments pour que eux puissent un peu essayer des choses différentes. Parce que au final, j'ai interviewé plusieurs invités qui ont eu des crises comme ça. Greggy Becknussen, on en parlait un peu en off tout à l'heure, mais il a fait son premier Ironman, il a fait des crises d'angoisse dans l'eau et il en fait Ouais. encore aujourd'hui. Alors maintenant, il a mis des trucs en place qui lui permettent d'aller mieux. Typiquement, la musique du Grand Bleu, ça l'aide à s'apaiser avant d'aller à l'eau, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est ça, je pense, le meilleur conseil qu'on pourra vous donner aujourd'hui. Essayez des trucs Ouais, c'est ça. et regardez ce qui fonctionne pour vous. Merci beaucoup pour ce partage là-dessus. Pour changer un peu de thématique et la dynamique de l'épisode, je prépare souvent un mini-jeu vers la fin parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Juste avant, du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore là, bah, merci beaucoup de nous écouter et vous pourrez retrouver dans la description tous les liens vers les réseaux de Lise et de Crisis, et n'oubliez pas de partager l'épisode si ça vous plaît et si jamais vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez surtout pas. Le jeu que je t'ai préparé, c'est le meilleur et le pire. Alors, je Ouais. prends mon téléphone pour avoir les questions, sinon je vais me tromper. Le but, c'est que je te pose des questions en alternance, le meilleur et le pire, et que tu me répondes avec la première réponse qui te vient en tête, entre guillemets, Ok. spontanément. En général, on rentre pas trop en détail sur les réponses parce que le but, c'est d'avoir des réponses spontanées.
Mais s'il y a certains points sur lesquels tu veux t'arrêter et que tu veux qu'on creuse, on peut le faire. Ou si moi, je me dis que ça peut être intéressant et dérouler sur une belle discussion, je le ferai. Ça marche. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, le meilleur souvenir d'enfance qui te motive encore aujourd'hui? Ça commence déjà avec des questions dures. Euh, Je pense que on va rester dans le thème du sport, mais euh, on va dire ça va être ma première course de vélo que je faisais dans un petit village proche de chez mes parents où j'ai fini dernière avec un tour de retard sur les autres, il me semble, mais où toute ma famille était présente et je voyais que mon père, ça lui faisait extrêmement plaisir de me voir sur un vélo. Et après cette course, euh, on a tous bu un coup avec tous les membres de ma famille et me rappeler qu'on fait du sport parce que ça nous plaît avant d'en faire pour la performance. Donc, c'était pas le vélo violet, le souvenir. Et bah, c'était avec ce même vélo, mais un autre moment. Et très beau message de rappeler qu'on ne fait pas tous, c'est bien de préciser, du sport pour la performance, mais aussi pour l'aventure. La pire excuse que tu as inventée pour éviter un entraînement? Ah, la pire excuse. Je pense j'ai trop de révisions et au final pas aller à l'entraînement et pas réviser non plus et scroller sur mon téléphone. Je précise pour ton équipe, ne pas écouter ce passage pour pas que ça te pose de soucis. La meilleure chose à faire pour se détendre après une grosse séance de sport, justement. Une sieste. On ne détaillera pas plus. Le pire repas que t'aies pris avant une course? Le pire repas que j'ai pris avant une course. Euh, j'ai pas de souvenir comme ça avant une course. Mais avant un entraînement, une fois, j'ai pris un McDo Ouais. et c'était une très mauvaise idée. Je crois que j'ai vomi après sur le vélo. C'est marrant parce que la question là, je l'ai notée avec. Enfin, elle m'a été inspirée par Florent Manodou, je crois, qui disait que la veille des JO de Londres, la veille de sa course, il a fait un McDo avec sa sœur vraiment pour Ah oui. décompresser du truc et penser à autre chose. Et du coup, c'est marrant que la réponse soit aussi le McDo. Oui. La meilleure leçon que tu as apprise en échouant? Que l'important c'est d'essayer, donc ça reprend un peu la phrase d'Océane, mais oui, que l'important c'est d'essayer. Merci beaucoup. Et on précise d'aller écouter l'épisode d'Océane si vous voulez en apprendre plus sur sa vision et en même temps ce qu'elle a vécu, si ça peut vous aider avec la partie sur les TCA pour compléter ce qu'a dit Lise. Le pire moment avant une course? Je pense que c'est le moment sur la ligne de départ où il fait froid ou alors tu stresses et t'es là. On est tous entassés sur la ligne de départ. On a envie de rester dans notre bulle, mais il y a les photographes qui sont là, qui sont autour. C'est un moment très stressant pour moi qui suis assez stressée. Je pense que c'est le pire Ok. moment. Et tu fais quoi dans ces moments pour essayer de déstresser un peu Bah justement, j'essaye de pas trop prêter attention à tout le public et les photographes, etc., qui sont autour pour rester dans ma bulle. Ok. La meilleure rencontre que tu as faite à travers le sport? Ah, la réponse est assez évidente. Je vais dire Océane. Je m'en doutais un peu. La pire chose qui peut arriver pendant une course? Je pense une chute, hein, Ok. parce que bon, parfois on peut se relever et repartir, mais parfois on peut se faire très mal aussi. Et ouais, je pense que c'est la pire Ok. chose qui puisse arriver. Non, je demande parce que cette question, je l'ai beaucoup posée du coup, à Greg et à Gwen qui font des Ironman et les deux m'ont dit exactement la même chose, c'est les problèmes d'estomac et Ah toilettes oui. tout le long. Mais Nous, on a moins ce problème qu'en course à pied, je pense. ouais. La meilleure découverte que tu as faite sur toi grâce au sport? C'est une bonne question. Je dirais ma persévérance. Ok, très cool. La pire blessure ou douleur que tu as eu à l'entraînement? Je pense que ça va être mes crises d'angoisse. J'ai Ok, fait quelques crises d'angoisse à l'entraînement et
et c'est pas vraiment une blessure, une douleur à proprement parler, mais c'est un peu dans ce domaine-là Ouais. et c'est la pire chose que j'ai vécue à On l'entraînement. espère tous que tu trouveras une solution ou des méthodes pour que ça aille mieux sur le futur. Oui, il n'y a pas de raison. Et il n'y a pas de raison. Et les deux dernières, la meilleure manière de célébrer une victoire? Hum, je pense que c'est quand on peut aller faire un câlin à ses proches qui sont juste derrière la ligne d'arrivée. Je repense à mon titre de championne de France là en 2024 sur route, où il y avait toute ma famille qui était venue de super loin pour me voir et je vois encore mon père en train de pleurer juste après la ligne d'arrivée et me prendre dans ses bras. Et ouais, je pense que c'est la meilleure manière de célébrer une victoire. Ça me va, j'avais peur que tu me dises la sieste. Et, Aussi. et pour finir, désolé, on finit sur le pire, mais le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le pire conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, je pense d'y aller mollo sur la muscu pour pas ressembler à un mec. Hein. On prend. Du coup, tu as Faut fait tout le pousser de la contraire fonte. Hein. et tu y vas tous les jours. Ouais. Alors, on va rebasculer sur une petite partie perso. Des fois, j'aime bien. Enfin, je dis perso, mais c'est pour aborder d'autres sujets qu'on a vus ou pas forcément en amont pendant l'épisode. Et la première question que je voulais te poser. Alors, je vais pas te poser la plus évidente, à savoir c'est quoi ton plus grand rêve en vélo, parce que je pense que tu vas me dire le Tour de France, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, au-delà du Tour de France, entre guillemets, c'est quoi la course ou les 3 courses que tu aimerais vraiment beaucoup faire en carrière professionnelle? Pour citer autre chose que le Tour de France, qui est évidemment le Graal pour les cyclistes, il y a Paris-Roubaix, qui est une course française voilà, sur les pavés, aussi connue sous le nom de l'Enfer du Nord, parce que voilà, c'est une course très difficile et j'ai toujours adoré regarder cette course à la télé et j'aime bien les pavés et ça finit sur un vélodrome. Pour moi qui fais de la piste, je trouve cette course très emblématique et j'aimerais un jour pouvoir y participer et y performer. Après, sinon, il y a d'autres courses que j'aime bien, un peu dans le même style. Il y a Gand-Wevelgem, qui est une classique belge, pareil, avec un peu de pavé et souvent beaucoup de vent, un peu de mauvais temps. Et bon, je vais finir avec les championnats du monde élite, parce que c'est aussi le Graal avec le Tour de France. Ok. J'ai eu l'occasion de participer au championnat du monde junior en 2022, donc pour les moins de 19 ans. Et ouais, j'espère un jour pouvoir y participer chez les élites. On te le souhaite. Il y a beaucoup de pavés et de mauvais temps dans tes courses préférées, j'ai Ouais, l'impression. c'est un peu mon profil. Ok. Euh, c'est une question que je pose de temps en temps aux sportifs parce que je trouve ça marrant et il y a toujours des réponses un peu incongrues, même hors épisode avec ceux que je rencontre. Euh, Dans ton cas, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire sur un vélo à part pédaler? Mhm. On peut lire un bouquin. Moi, ça m'est déjà arrivé en faisant du home trainer. Ouais, pas sur la route. Hein. Lire un bouquin sur la route, ça peut être écouter un podcast ou des fois, ça m'arrive après un entraînement quand j'ai fini. Que je fais du home trainer, par exemple, je reste assise sur mon vélo comme ça pendant 10 minutes pour me remettre de mes efforts et juste rien faire sur un vélo, c'est bien aussi des fois. Ok. J'ai Bon, jamais essayé de faire de la guitare sur un vélo, mais vu que je suis un peu guitariste, on m'a souvent suggéré l'idée à tester. ouais, je vois. Encore le piano, ça peut se faire, la guitare, à voir. Ouais, je pense que même le piano, c'est un peu compliqué, mais Pas de souci. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un d'ambitieux qui a envie justement d'atteindre le haut niveau dans le cyclisme, ou hmm, lesquels il devrait ignorer, si c'est plus simple? ouais. Euh, de prendre du plaisir à ce qu'il ou elle fait, c'est un peu la base de tout pour rester motivé et vraiment avoir. Puisqu'on fait quand même un sport où il faut se faire mal, donc il faut avoir envie d'y aller, sinon ça marchera pas. Et d'être patient. Parce que le cyclisme, c'est un sport. On dit souvent que c'est un sport ingrat. Parce qu'on s'entraîne plusieurs mois pour être en forme 2 semaines. Donc, ouais, il faut être très patient. Et dans les pires conseils, on a parlé des TCA, ça peut être
des conseils trop restrictifs sur l'alimentation. Ceux-là, il faut pas les écouter. Il faut garder toujours une part de plaisir. Bien sûr, il faut manger sainement, mais pas que ça devienne quelque chose de maladif. Et ouais, je dirais que le pire conseil, c'est la gagne avant tout. Non, c'est pas la gagne avant tout. Je pense que c'est le plaisir avant tout. Le plaisir, au final. Ouais, Que ce soit dans tout. Et exactement. je précise que pour l'alimentation, on peut se faire plaisir en mangeant sainement. Tout à fait. Et si jamais vous voulez, je crois qu'Alexandra partage beaucoup de bonnes recettes plaisir et saines sur ses réseaux, vu qu'à la base, elle est nutritionniste et diététicienne. Bah, je vais faire un peu de pub pour, tant qu'on y est, pour Océane qui a lancé son compte Instagram de recettes végé et protéinées. C'est le nom du compte Insta que j'ai l'honneur de tester avant chaque publication. Donc, si ça peut aider des Exact. personnes, c'est cool aussi. Je l'avais oublié, mais je le mettrai aussi dans la description parce Ouais. que j'ai testé quelques-unes des recettes et je valide, hors celle avec le four parce que j'ai pas de four et il y en a beaucoup avec un four. Ouais. Mais ouais, donc recommandation si vous pouvez faire des recettes avec moins de four. Ça Mais- marche, je lui dirais. Tu parlais un peu de douleur dans le sport parce qu'au final, dans le sport, ça en fait partie aussi, un peu, la douleur physique, mentale aussi parfois, mais à travers ton sport et ton parcours, justement, que ce soit l'entraînement ou en course, c'est quoi la douleur que tu aimes ou que tu apprécies le plus ressentir dans l'effort, justement? Ouais, c'est assez intéressant comme question. On me l'a jamais posé encore. Mais c'est vrai qu'il y a une douleur que j'aime bien et quand je fais de la visualisation mentale, par exemple, je pense souvent à ça. C'est quand il fait très chaud, les fortes chaleurs, on a beaucoup de sueur et du sel qui, euh, qui est sur la sueur. Et donc notre peau, on a un peu la sensation qu'elle est craquelée ou qu'il y a une couche par-dessus. Et ça fait un peu une sensation de brûlure avec ça, accompagné de la brûlure dans la gorge. Je sais pas, c'est une sensation qui est pas agréable, mais que moi j'aime bien et qui me rappelle des bons souvenirs sur mon vélo. Ok, merci beaucoup. Pour finir, les deux questions sur cette partie d'échange. J'ai posé les deux à Océane, je la pose régulièrement ces deux questions à tous les invités. La première, c'est est-ce que tu es heureuse? Et si oui, sur quels critères ou valeurs tu te bases pour le dire? Euh, oui, je suis heureuse. Et je pense que je m'en rends de plus en plus compte. Avant, ce qui me rendait heureuse, c'était vraiment être performante sur mon vélo, être performante dans mes cours, etc. Et aujourd'hui, avec ce que je traverse aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas suffisant. Et un des paramètres très importants, c'est euh, l'aspect social et sentimental avec les autres, en fait. Et je me rends compte de l'importance que ça a d'être bien entouré, que ce soit de son compagnon, sa compagne, ses amis ou sa famille, mais ouais, trouver un cercle proche. Merci beaucoup. Et dernière question qui est souvent plus introspective et plus dure, mais j'aime bien pour finir l'épisode. Euh, Quel est le plus gros mensonge qu'on t'ait fait croire et pourquoi? Alors je précise que le Père Noël a déjà été cité en plus par Océane. Ouais. Pourtant, il est pas mal ce mensonge quand même. Quel est le plus gros mensonge? Hmm, Je pense que le plus gros mensonge qu'on m'a fait croire, c'est qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Ok, Alors qu'à l'inverse, moi, je pense que il faut avoir de l'ambition et il faut avoir de l'envie et tout faire pour y arriver. merci beaucoup. Je prends mon téléphone pour les questions de fin, pour surtout la question de l'invité précédent, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc l'invité précédent qui est Koulouf, qui est un préparateur physique de practice movement. Donc c'est un sport je saurais même pas comment le décrire exactement, mais où il y a beaucoup la locomotion et les compétences et la conscience de son corps sur du mouvement. Donc ça reprend pas mal de, de compétences physiques d'autres sports pour savoir se mouvoir dans l'espace. Et il t'a écrit, est-ce que la chance existe? Si oui, qu'est-ce que la chance? Oui, clairement. En fait, c'est plus dur que ça. Dans un premier temps, je me dis, bah oui, clairement, la chance existe. Oui, je pense qu'elle existe.
et qu'il faut pas trop compter dessus parce qu'on sait pas à quel moment elle arrivera, mais il faut savoir en profiter quand elle est là. Et qu'est-ce que la chance? C'est, entre guillemets, un petit coup de pouce qui peut nous arriver qu'on n'a pas prévu. C'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, mais qui nous arrive. Ok, je vois. J'ai une vision différente de la chance Ça m'intéresse. qui recoupe avec ce que tu disais avant, la vision d'ambition. À chaque fois, les invités me la demandent, donc, et en plus ça t'intéresse, donc je vais l'aborder. Mais pour moi, la chance, c'est la résultante du travail. C'est-à-dire que plus tu travailles et plus tu as de chances que ça se produise. Mais dans la chance, il y a une part de hasard. Et l'exemple que j'aime bien prendre, du coup, mais on pourrait le faire avec tout, je prends souvent l'exemple du loto. En fait, la chance, c'est le fait d'aller chercher ton ticket Oui. et de jouer. Mais le hasard, c'est les chiffres qui le font. Et là, tu n'as aucune main dessus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je considère que la chance, c'est que cette partie de hasard, mais tu as tout à fait raison sur le fait que plus on travaille, plus on a des chances que ça arrive. Je crois que j'ai rallié encore quelqu'un à à cette définition. Mais ouais, au final, c'est la même chose sur le vélo. Plus tu travailles et plus tu as de chances de finir sur le podium. Mais tu contrôles pas le hasard de l'entraînement des concurrents et de la météo. Donc, on va passer sur les questions de fin du podcast que là j'ai écrit, qui sont pas celles de l'invité précédent. Et la première, c'est imagine que tu n'aies aucune contrainte de budget ou temporelle et l'objectif c'est de construire ton équipe de rêve de 5 personnes, un peu ta team d'Avengers, pour réaliser tes rêves, t'accompagner, te mentorer, t'inspirer, tout ce que tu veux. Tu choisis qui dans les 5 personnes et pourquoi? Ok. Je pense que la première personne qui me vient en tête, c'est Océane. Je vais en avoir parlé beaucoup pendant cette émission, mais c'est pas pour rien. Hein. Déjà parce que je l'aime, hein, c'est, je pense, une bonne raison. Mais aussi parce que c'est quelqu'un de très entreprenant, dans le sens, elle passe très vite à l'action. Moi, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai souvent peur de passer à l'action. Et elle m'encourage vraiment à passer à l'action et à faire les choses. Donc pour ça, je la citerai elle. Je citerai aussi mes parents. Bon, je les cite en même temps, mais parce qu'ils forment un très beau binôme. Parce que j'ai beaucoup de différends avec eux, mais c'est des gens qui m'aident à garder les pieds sur terre et à me rappeler ce qui est vraiment essentiel. Donc, je les garderai aussi dans ma team. Sinon, j'ai une personne qui me vient en tête. C'est une paracycliste qui est championne paralympique de poursuite là, à Paris en 2024. C'est Marie Patouillet. Que j'admire depuis un petit moment parce que, bon, déjà, on n'en a pas parlé dans ce podcast, mais c'est une femme qui a les cheveux courts, assez masculine, donc moi je me suis pas mal identifiée à elle, et voilà, qui s'est toujours battue pour ses droits, pour les droits des femmes, les droits LGBT dans le cyclisme. Et j'admire vraiment cette personne et je la mettrai dans mon équipe pour m'en inspirer et pour son courage. Qui est-ce que je pourrais mettre d'autre? C'est difficile de choisir, hein, parce qu'il y a plein de gens qui m'entourent. Il t'en reste 2. Ouais, ça va être dur. T'as cité Océane en premier. En général, les invités citent les compagnons et les compagnes en dernier en joker. Moi, j'ai utilisé le joker dès le début. Non, je citerai un de mes anciens profs de lycée, Monsieur Russon. Je pense qu'il n'écoutera pas ce podcast, malheureusement. Mais c'était mon prof de géopo en première et terminale. Et je pense que c'est une des personnes qui m'a le mieux appris la rigueur dans tous les domaines de la vie. Et enfin, il m'a appris la rigueur dans le domaine scolaire, mais je l'applique à beaucoup de domaines de ma vie. Et de manière générale, je suis très reconnaissante de certains de profs que j'ai eus, mais lui en particulier. Donc voilà, je ne vais pas trouver de 5e personne. Pas de souci. 4, c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a une citation ou une phrase qui t'inspire pour aller à l'entraînement quand il fait moche ou à faire ce dernier sprint quand il faut gagner la médaille? Dans ce genre de situation, je me dis toujours
là tu joues ta vie. Mais bon, c'est pas une citation vraiment à proprement parler. Peut-être que de manière plus générale et plus abstraite, une phrase que j'aimerais bien transmettre, c'est comment formuler ça, tu peux tout essayer. Tu as le droit de tout essayer, même si t'es pas bon dans ce domaine. Donc, je la Prends le marquerai, c'est risque. ta citation du coup. Ouais, c'est pas vraiment une citation, mais Pas de souci. Euh, En général, je demande des recommandations de livres. Je change un ouais. peu les questions à chaque épisode. Et là, je voulais savoir quels sont les 3 livres, enfin les 1 à 3 livres qui ont le plus influencé ta vie, entre guillemets. Alors le plus, toujours, tout est toujours subjectif, mais en fonction des moments. Mais Ouais. Le premier livre là qui me vient en tête, c'est un livre que je pense beaucoup de monde connaissent, c'est Une vie de Simone Veil, ok. que j'ai lu quand j'étais assez jeune, en troisième il me semble, donc ça fait un petit moment, mais qui m'a vraiment marqué parce que bah, déjà sa vie est très inspirante et ce livre est assez bien écrit et ouais, c'est son courage, sa détermination et ses valeurs humanistes, même si enfin, moi je suis un petit peu politisée et j'ai des différends politiques avec elle sur certains sujets, mais ouais, son humanisme, en tout cas, je le partage et j'ai vraiment adoré ce livre. Sinon, j'ai un autre livre que j'aime bien citer, c'est très étonnant, mais c'est Le Club des Cinq. Je sais pas si Ok. tu connais. C'est un roman, non? Enfin, c'est un C'est livre. un livre pour jeunes Ouais. que en fait j'ai commencé à lire très jeune quand j'avais 8 ans et que j'ai continué à lire pendant des années. Je pense que j'ai quasiment toute la collection. Et bon, c'est un livre voilà, un livre pour jeunes, hein, c'est pas de la Ouais. grande littérature, mais c'est un livre qui m'a formée pendant toute ma jeunesse et je me suis beaucoup identifiée à un personnage, Claude, dans ce livre, qui est un personnage voilà, qui a de la fougue, de l'audace et je dirais que ça m'a construit. Je pense qu'il faut avoir lu ces livres pour comprendre, mais ouais, je citerai ça. Ok. Un dernier ou deux. Enfin, il y en a beaucoup si on prend Ouais, il y en tout a. le club des 5, mais. Non, euh, ça va être très philosophique. Je dirais L'étranger d'Albert Camus, Ok. que j'ai beaucoup aimé sur un peu l'absurdité de la vie, Ouais. la subjectivité. Et c'est vrai que moi, je cherche toujours du sens dans les choses, Ouais. etc. On en a un peu parlé aujourd'hui. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a pas de sens vraiment à la vie et qu'il faut... Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut trouver le sien et voilà, essayer d'être dans le juste. Alors, je l'ai lu 3 fois ce livre. Ah oui, Et en fait, j'ai lu la première fois en cours, je pense, comme beaucoup de gens, ça devait être collège ou lycée. Et je pense que ça m'a saoulé parce que c'était imposé, entre ouais, guillemets. Donc, je l'ai lu en travers et j'ai rien compris. Je l'ai lu une deuxième fois, je pense, je devais avoir là 20 ans à peu près, genre c'est quand j'étais en DUT. Et ça m'a énervé. Enfin, vraiment, j'étais énervé premier degré parce que j'ai rien compris. ouais. Et je l'ai relu là l'année dernière, vraiment en fin d'année, ça devait être en septembre 2024. Et j'étais désespéré, mais j'étais énervé aussi parce que je comprenais pas le livre. Enfin, et c'est vraiment cette absurdité qui fait qu'il y a des tournures de phrases, il y a des trucs où, en fait, l'absurdité du livre, de la manière dont il est écrit, m'énerve et m'agace, et je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu agaçant et on reste sur sa faim Ouais, à la fin du livre parce qu'on ne comprend pas les décisions que le personnage ouais. prend et tout ça. Mais je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu. Je saurais pas trop l'expliquer, mais ouais. Mais ça reste un très bon livre et c'est pas pour autant que je l'apprécie pas, même si je me suis énervé dessus. Mais Mais ouais, justement, c'est un peu, je pense, cette sensation de pas comprendre, d'être énervé vis-à-vis des ouais, décisions du personnage qui nous donne cette envie de ouais. faire des choses dans notre propre vie, quoi. Mais ouais, parce que je m'en souviens, quand j'ai fini de le lire, j'ai contacté un ami qui est auteur, enfin qui rêve de devenir auteur, qui écrit beaucoup et qui lit beaucoup de livres. Ouais, Et je lui ai demandé de m'expliquer. Il me fait, mais en fait, enfin, c'est pas qu'il y a rien à comprendre, mais c'est l'absurdité du livre, c'est bah qu'il est oui. absurde. Et il m'a dit, mais va lire
le mythe de Sisyphe après, donc je l'ai lu aussi et ça permet de mieux comprendre et d'avoir plus l'aspect philosophique du roman. Mais ouais, Ah bah c'est intéressant, j'irai le lire alors. et bah, je le mettrai aussi dans la description, enfin dans le lien. Pour ceux qui nous écoutent, il y a une page que vous pourrez retrouver en ligne sur le Linktree avec les recommandations de tous les invités pour y accéder. Euh, Avant-dernière question, enfin c'est pas vraiment une question, c'est un passage de micro. Qui sont les 2 prochains invités que tu me recommandes d'aller interviewer? Je précise comme à chaque fois 2 pour avoir la mixité homme-femme, Ouais. mais si t'en as qu'un qui vient en tête, c'est déjà très bien. Et ben du coup, je l'ai cité dans ma team tout à l'heure, mais je pense que ce serait très intéressant d'interviewer Marie Patouillet. Après, je pense qu'elle est assez sollicitée, mais si jamais tu as l'occasion, elle a plein de choses à dire et voilà, c'est une personne que j'admire beaucoup, donc je pense que ça peut être très intéressant sur tous les sujets de sexisme dans le sport, d'homophobie Ok. et j'en passe. Et je vais rester dans le thème des cyclistes. Mais moi, il y a une personne aussi à laquelle on m'a beaucoup comparé, c'est Julien Simon, qui est un coureur cycliste, qui était un coureur cycliste professionnel, qui vient de terminer sa saison il y a quelques semaines de ça, et qui a commencé dans le même club que moi, donc au Vélo Club Plélanais. Donc voilà, et il a eu une carrière, je dirais, exemplaire, mais en tant que coéquipier. Et il a été parfois leader, mais la plupart du temps, il était coéquipier. Et je pense que c'est une personne qui a beaucoup d'abnégation. Et je serais très intéressée de savoir ce qu'il aurait à dire sur cette valeur de- d'abnégation et son rôle de coéquipier. Comment Ok. il a géré ça avec ses propres ambitions au sein de sa Ok. carrière. Merci beaucoup. Bah, je regarderai ce que je peux faire pour les ramener sur Crisis. Comme je te l'ai dit, c'est la dernière question. Est-ce que c'est un épisode réussi pour toi? Oh bah, moi, je pense que oui. Tes questions étaient très intéressantes. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire en temps normal, avec des questions du style quels sont tes prochains objectifs. C'était très intéressant. En tout cas, moi, je te remercie pour m'avoir donné ce temps et cette opportunité de m'exprimer. J'espère que toi, ça t'a plu aussi. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté et merci justement d'avoir été assez ouverte sur beaucoup de sujets et que je trouve très intéressants et enrichissants et sur lesquels il faut mettre un peu plus de lumière. Donc merci beaucoup. Pour finir l'épisode, merci aussi du coup à tous ceux qui nous écoutent encore jusque-là. Je le répète, du coup, dans la description, vous pourrez retrouver tous les liens de Lise, de Crisis et le lien avec les recommandations de tous les invités, dont ceux de Lise, parce que je sais qu'en conduisant ou en faisant du vélo, c'est toujours un peu compliqué de noter le titre des livres. Je t'avais promis que c'était la dernière question, c'est plus une question, je fais ça avec tous les invités, mais je te laisse le mot de la fin. Donc tu peux dire ce que tu veux pour finir l'épisode en regardant la caméra si tu veux, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Je ne l'ai pas dit dans la phrase qui me correspond tout à l'heure, mais peut-être que j'aurais dû le dire, mais ça va être le mot de la fin. Je dirais faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à toi.